Voilà, et je vais donc, hem, hop. Alors, est-ce que, vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Super, j'essaie de le mettre en plein écran. Voilà, là, normalement, j'ai mis mon truc en plein écran et vous devriez le voir. Oui. Bon, super, merci beaucoup à ceux qui ont répondu. Allez, donc c'est parti pour cette petite formation sur les urgences, environnementales, parce que, ben, là, on arrive, sur les beaux jours. Il y a déjà plein de cas qui ont été recensés aussi bien à Domvet qu'à Veto Adom, donc c'est vraiment l'occasion de refaire un petit point là-dessus. Il y a pas mal de sujets abordés, donc c'est vrai que c'est une conférence qui est quand même assez dense. Je m'excuse d'avance si, certains, lâchent en cours de route. Au pire, vous regarderez le replay à la fin. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de sujets à traiter. Donc on va parler de cette grande saga de l'été, où quand débardeurs, baignade et nature riment avec coup de chaleur, noyade et morsure. C'est parti pour cette petite formation. J'en profite pour rappeler quand même, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes, que ces formations qu'on vous fait, elles sont faites vraiment par nos soins. Elles sont destinées à votre usage interne strict. On le fait pour vous et pour des raisons de propriété intellectuelle et également de droit d'auteur, parce qu'on utilise parfois des photos, des choses comme ça qui ne sont pas à nous. On vous demande de ne pas diffuser ces conférences et de les utiliser vraiment juste pour vous. Merci beaucoup. Alors, le petit plan, on va commencer avec le coup de chaleur. Donc, on va rebalayer un petit peu tout ça, définition, physiopathe, clinique, complications, traitement, pronostic. Après, on fera une partie sur la noyade et on terminera avec les envenimations. On verra les chenilles, les hyménoptères et les vipères. Donc, pourquoi est-ce qu'on est face à des urgences environnementales quand les beaux jours arrivent? Tout simplement parce que les comportements humains et animaux, ils sont modifiés avec ces beaux jours. On sort plus, on sort plus longtemps, on sort plus tard. On voyage dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller. Les propriétaires peuvent être un petit peu moins attentifs. Et puis, quand on pense aux envenimations, il y a bien sûr des animaux qui sont saisonniers, qui peuvent être dangereux. Donc, c'est comme ça qu'arrivent tous ces accidents-là. Donc, on va attaquer avec le coup de chaleur et en premier lieu, ce sera les définitions. Donc, si on reprend la définition du coup de chaleur, qu'est-ce que c'est? C'est une hyperthermie associée à un syndrome de réponse inflammatoire systémique conduisant à une défaillance multiorganique dans laquelle l'encéphalopathie prédomine. Donc, c'est un peu barbare hein, comme définition, mais globalement, ce qu'on va retenir, c'est qu'on va avoir une incapacité de l'animal à dissiper la chaleur accumulée. Et normalement, dans la vraie définition du coup de chaleur, on a une température corporelle centrale qui est supérieure à 41 degrés Celsius. Évidemment, dans notre pratique courante, on va commencer à parler de coup de chaleur avant. On n'est pas obligé d'attendre qu'il soit à 44 pour parler de coup de chaleur, hein. Et puis, ça va être associé à des dysfonctionnements du système nerveux central. Les grandes causes de coups de chaleur, ça va être essentiellement, dans la majorité des cas, une exposition à un environnement chaud et humide. Donc bah, ça, c'est tous les cas qu'on va retrouver, l'été et évidemment, on pense aux chiens enfermés dans les voitures. Mais ça peut être aussi lors d'un exercice physique intense volontaire, donc le chien de chasse qui a couru, jusqu'à ce que mort s'en suive ou des fois même, le border collie qui court après sa balle, jusqu'à faire un coup de chaleur, hein, ça, c'est possible aussi. Et puis, ça peut arriver lors de convulsions, trémulations musculaires, parce que tout simplement, ça va faire monter la température corporelle. Au niveau de la physiopathologie du coup de chaleur, donc normalement, il y a une homéostasie thermique. Donc il y a un équilibre entre la charge thermique, donc la chaleur ambiante plus la chaleur générée par le métabolisme et l'exercice de l'animal, et puis ça s'équilibre avec les mécanismes de dissipation de la chaleur. Donc ça, c'est capté au niveau de récepteurs qui sont sensibles à la température dans l'hypothalamus. Lorsque la température corporelle augmente, c'est qu'il y a en fait une charge thermique qui va être supérieure à la dissipation de la chaleur. Les mécanismes de dissipation de la chaleur, je vous les ai schématisés ici. Les deux principaux, c'est les premiers, la radiation. Donc ça se fait par rayonnement infrarouge. Et puis la convection,
c'est des mouvements de chaleur entre la peau et l'air ou l'eau. Il peut aussi y avoir des phénomènes de conduction entre la peau et le sol et des phénomènes d'évaporation. Dans des conditions environnementales normales, donc pas quand il fait 40 degrés autour de l'animal, 70 de la chaleur corporelle, elle est dissipée par radiation et convection à travers la peau. Si la température extérieure, elle augmente, eh bien l'animal, il va augmenter, ses radiations et convections. Donc il va augmenter la circulation cutanée. Donc pour ça, il augmente son débit cardiaque et il fait une vasodilatation périphérique. Et puis il va également pouvoir augmenter les phénomènes d'évaporation, qui devient alors le mécanisme principal de dissipation de la chaleur. Et ça se fait par l'allaitement, donc un phénomène qu'on connaît très bien chez le chien, qui peut aussi être retrouvé chez le chat de manière un petit peu plus exceptionnelle. Lorsque le coup de chaleur s'installe, eh bien, il y a un stade initial, ce qu'on appelle du stress thermique. Donc, il va y avoir cette vasodilatation périphérique avec une diminution des résistances vasculaires. Et tout ça permet d'augmenter le débit cardiaque, on avait vu tout à l'heure, pour permettre d'augmenter les phénomènes de dissipation de la chaleur. Lorsque cette hyperthermie, elle progresse, eh bien, il va y avoir des petites choses qui vont commencer à se dérégler. Il va y avoir séquestration sanguine dans le tissu cutané et dans la rate, parce qu'il y a une vasodilatation importante. Et donc, on se retrouve avec une diminution du volume circulant, donc une hypotension. Et puis, cette hypotension, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va diminuer le débit cardiaque. Donc là, on va se retrouver avec des mécanismes de rayonnement et de convection qui vont devenir de moins en moins efficaces. La température corporelle va commencer à monter et on arrive sur le coup de chaleur. Il va y avoir apparition de lésions secondaires au coup de chaleur, donc ça, on reverra dans la partie un petit peu complications. Mais ce qu'on va surtout retenir, c'est des problèmes au niveau du tube digestif parce qu'on se retrouve avec une ischémie intestinale, une hypoxémie et une augmentation de la perméabilité intestinale qui va pouvoir donner lieu ensuite à des translocations bactériennes. Il va y avoir aussi altération de la heat shock protein. Donc ça, vous avez sûrement entendu parler de cette protéine, ça doit vous rappeler des super bons souvenirs de très, 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 très loin. Et cette protéine, normalement, elle protège les cellules contre les lésions qui sont liées à la chaleur et elle protège de la dénaturation des protéines. Donc quand cette protéine-là est altérée, et ben, malheureusement, les cellules deviennent plus sensibles aux effets de la chaleur. Après, il y a aussi relargage de plein de choses, de plein comment dire, ouais, de choses pro-inflammatoires, pardon, donc les interleukines, les cytokines, et cetera. Et donc, on va avoir activation des leucocytes et des cellules endothéliales, ce qui va nous amener à un état pro-inflammatoire et à une activation de la coagulation. Tout ça nous amène dans ce qu'on va appeler un CIRS, donc un syndrome de réponse inflammatoire systémique. Ça, on en a déjà parlé aussi un petit peu parce que c'est ce qui va être retrouvé, c'est le point de départ de pas mal de complications dans beaucoup de pathologies ou de syndromes. Et comment est-ce qu'on diagnostique un CIRS? Ça, je vous l'ai remis ici parce que c'est vrai que des fois, on oublie un petit peu de le redire. On considère qu'on est dans un CIRS, donc un syndrome de réponse inflammatoire systémique, lorsqu'on a au moins 2 de ces 4 critères, une hypo ou une hyperthermie, une tachycardie, une tachypnée ou une hyperventilation et une anomalie du nombre des leucocytes en l'absence d'autres causes connues. Et donc là, c'est vraiment un phénomène inflammatoire qui se met en place à l'échelle vraiment de l'organisme et qui va être ensuite le point de départ de pas mal d'autres complications. Ce CIRS, il peut évoluer vers une défaillance multiorganique. Donc là, on va retrouver par exemple la CIVD, l'insuffisance rénale aiguë, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, des lésions digestives et des lésions du système nerveux central. Et on peut avoir parfois une rhabdomyolyse. Donc là, on a vraiment tout un tas d'autres organes qui vont se mettre à dysfonctionner. Les facteurs de risque pour le coup de chaleur. Euh, Bien sûr, le plus important, ça va être quand même les conditions environnementales défavorables parce que la plupart des coups de chaleur qu'on va voir, c'est lié à ça. Donc, c'est surtout des températures extérieures chaudes et une hygrométrie élevée. Et puis, bien sûr, des espaces confinés avec peu de ventilation. Donc, ça, c'est le cas des chiens qui sont enfermés dans les voitures ou dans des espaces un petit peu clos. Alors, il ne va pas passer mon truc. Voilà, c'est.
Lorsqu'on a des anomalies des voies respiratoires hautes et notamment nos amis les brachycéphales, on est beaucoup moins capable, de faire efficacement la dissipation de la chaleur. Donc c'est des animaux qui vont être un petit peu prédisposés, aux coups de chaleur. Et puis, lorsqu'on a des moindres capacités de radiation et de convection, donc ça, c'est des échanges qui se font avec la peau, donc notamment les animaux obèses, et puis lorsqu'ils ont un pelage très, très dense. Donc ça, c'est vraiment des facteurs de risque pour le coup de chaleur. On en a d'autres aussi. Si c'est un animal qui a déjà fait un coup de chaleur, c'est qu'a priori, il est capable d'en faire un autre. Il y a des prédispositions raciales, donc on revoit là notre brachycéphale. Et puis les golden et les labradors font pas mal de coups de chaleur aussi. Les grands gabarits plutôt, avec des poids supérieurs à 15 kilos, et lorsque ce sont des animaux qui n'ont pas d'endurance en fait et de capacité de résistance à l'exercice. Voilà un petit peu tous les facteurs de risque, même si bien sûr vous pouvez avoir des cas qui sortent complètement de ces descriptions-là, hein. Les signes cliniques qu'on va pouvoir retrouver sur des animaux en coup de chaleur. La symptomatologie, elle est très variable en fonction de la sévérité de l'hyperthermie, de la durée d'évolution et bien sûr des réponses physiopathologiques individuelles. La température, classiquement, on s'attend à avoir un coup de chaleur en hyperthermie, mais attention à ne pas vous faire avoir. Vous pouvez avoir pardon, un animal qui est normotherme, voire hypotherme, soit parce que les propriétaires ont déjà mis en place des mesures de refroidissement et qu'ils l'ont un petit peu trop refroidi, soit parce que votre animal est déjà arrivé en phase de choc décompensé. Et dans ce cas-là, c'est un facteur pronostic, pas un facteur pronostic, un facteur pronostic négatif, excusez-moi pour la faute dans le PPT. Donc attention à la température, ne vous fiez pas qu'à ça. Ensuite, les paramètres hémodynamiques, ils sont très, 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 très souvent en état de choc. Et puis souvent, ils vont être sur la phase un peu compensée, un peu en hyper, donc avec des muqueuses qui vont être plutôt congestives, un TRC très raccourci, une tachycardie et puis le pouls qui est souvent pas très, très bon. Donc en fait, on se retrouve avec un choc hypovolémique, plus précisément, si on veut être très correct, pardon, c'est un choc distributif à cause de cette vasodilatation que le corps a mis en place initialement comme mesure, on va dire, de rétablissement de la température. Également, il y a eu une perte de fluide à cause de la respiration et puis c'est des animaux qui vont souvent avoir eu des troubles digestifs, vomissements, diarrhée, donc qui peuvent avoir aussi perdu des fluides par ça. Rarement, on peut se retrouver avec des arythmies, donc ça, c'est un facteur pronostic négatif. Dans les autres signes cliniques qu'on va avoir, au niveau respiratoire, ils sont très souvent, en polypnée, ou en tachypnée, puisque c'est le mécanisme principal de dissipation de la chaleur et assez souvent et notamment chez les brachys qui font ça très, très vite, du fait qu'ils forcent énormément sur cette respiration, ils vont se retrouver avec, des œdèmes des voies respiratoires hautes. Ils vont se retrouver avec donc des dyspnées inspiratoires qui sont bruyantes. Ça racle vraiment, je pense que tout le monde a déjà vu, un bulldog qui se met à respirer, très mal et qui force, au niveau des voies respiratoires hautes pour respirer. C'est énormément enfin, c'est très bruyant et ça, vraiment, quand vous voyez un chien qui commence à respirer comme ça, il faut vraiment agir tout de suite et ne pas laisser s'installer plus, l'œdème des voies respiratoires hautes. Au niveau du système nerveux central, le chien en coup de chaleur, il peut être alerte, mais il peut aussi, et c'est souvent le cas, commencer à présenter un petit peu, des altérations du statut mental. Ça peut être simplement de l'abattement, mais on peut l'avoir hypovigilant, voire carrément stuporeux ou comateux. Pour ceux qui ne sauraient pas, on fait la différence entre stupeur et coma avec la sensibilité douloureuse. Lorsqu'ils sont stuporeux, ils sont quand on les regarde comme ça dans le même état qu'un comateux, mais ils ont encore une réponse aux stimuli douloureux. Le diamètre pupillaire, il peut être normal, ils peuvent être en mydriase et malheureusement parfois ils sont en myosis serrée, donc là c'est pas très, très bon. Et puis on peut avoir d'autres symptômes, neurologiques, une ataxie, des trémulations, voire des crises convulsives, du head bobbing, donc ça, je crois c'est beaucoup les brachieux aussi qui font ça, des espèces de mouvements de balancier au niveau de la tête. Ils peuvent être en amorose, donc enfin, ils peuvent inventer plein de trucs, hein, au niveau neuro. C'est souvent des signes, au niveau, neuro qui vont être résolutifs en quelques heures lorsqu'on arrive bien sûr à gérer le coup de chaleur, hein.
Au niveau digestif, comme on a dit, c'est souvent des animaux qui ont des troubles digestifs, donc vomissements, diarrhée. La diarrhée, elle peut être hémorragique et on a vraiment une desquamation des muqueuses. Donc ça, c'est très souvent en lien avec l'hypoperfusion digestive. Ça peut être en lien éventuellement avec une CIVD, mais c'est plutôt l'hypoperfusion digestive. Et ça, c'est vraiment un facteur pronostic négatif. Un animal en choc hypovolémique qui commence à partir en diarrhée hémorragique, c'est d'expérience pour moi 100% de mortalité. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre côté, mais c'est vraiment pas très bon. Et puis donc, lorsqu'il déclare une CIVD, vous pouvez avoir des pétéchies, des suffusions, des ecchymoses, des saignements, donc type hématurie, hématémèse, hématokésie, etc., etc. Les examens complémentaires qu'on peut envisager sur ces coups de chaleur. Alors, évidemment, on fait la dichotomie entre je suis à la clinique et j'ai tous les analyseurs sous la main et je suis à domicile et je n'ai pas tous les analyseurs sous la main. Mais idéalement, quand on peut tout faire, eh bien, on peut avoir ce type d'anomalie. Donc, on peut avoir une hémoconcentration, ce qui est très souvent le cas. Donc là, si à la maison, vous faites une hématocrite ou une hémoglobine, vous pouvez voir cette anomalie-là. Et il faut penser, lorsqu'on fait une numération formule complète, à bien regarder les plaquettes, puisque une thrombopénie peut commencer à être un signe d'une CIVD en phase hypocoagulable. Donc, il y a eu consommation des plaquettes sur le stade initial. Au niveau de la biochimie, on n'hésite pas à faire une glycémie, qu'on soit à la clinique, qu'on soit à la maison. Il faut penser à faire la glycémie. Lorsqu'ils sont en hypoglycémie, ça va être quand même un facteur pronostic négatif et il faudra penser à corriger la glycémie de ces patients-là. Comme ils sont hémoconcentrés, on peut avoir une hyperprotéinémie. Et puis, lorsqu'on a des insuffisances organiques sur des défaillances multiorganiques qui s'installent, eh bien, on peut avoir aussi d'autres anomalies. Et on va y revenir sur la partie d'après, sur les complications. Le bilan de coagulation, donc ça, c'est quand on va vouloir rechercher une CIVD. Donc, une fois de plus, malheureusement, ce n'est pas adapté pour la pratique à domicile. Mais comme on a pas mal de cliniques maintenant, je le détaille quand même. La CIVD, je vous rappelle que la CIVD, elle est d'abord, c'est une phase hypercoagulable qui n'est pas détectable en pratique courante. Pourquoi? Parce que pour détecter cette phase-là, il faut faire des bilans de coagulation beaucoup plus poussés que ce qu'on fait en routine. Et le mieux, c'est de faire de la thromboélastographie, donc avec les Rotem, pour ceux pour qui ça parle. Mais vraiment, nous, dans la pratique courante, on n'est pas capable de détecter cette phase-là. Et ensuite, elle est suivie d'une phase hypocoagulable lorsqu'il y a eu consommation des plaquettes et des facteurs de coagulation. Et c'est souvent à cette phase-là qu'on s'en rend compte, puisqu'il y a une thrombopénie et une augmentation des temps de coagulation. À la maison, il est théoriquement possible de faire un temps de saignement à la babine. Très franchement, c'est quand même super compliqué parce que c'est normalement un examen qui est super standardisé. Donc, je vous ai remis les petites photos. Je suis désolée, elles ne sont pas de super bonne qualité. Je n'ai pas trouvé mieux. Donc, voilà normalement comment c'est censé se faire. Il faut un petit dispositif, une petite lancette spécifique pour faire une entaille vraiment, on va dire, standardisée. Et après, il faut faire avec un petit papier buvard où on vient éponger le sang, gna gna gna. Enfin, c'est quand même super chiant. L'interprétation est quand même délicate. Donc, c'est vraiment pas évident à la maison de pouvoir suspecter une CIVD, sauf si vous avez vraiment des saignements, des pétéchites, des suffusions. Et dans ce cas-là, on est vraiment sur la phase hypocoagulable. Donc, c'est déjà, j'ai envie de dire, trop tard. Mais comme souvent quand on les diagnostique, attention à ne jamais faire d'héparine sur ces phases hypocoagulables parce qu'on aggraverait encore cette phase hypocoagulable. On a tendance des fois à vouloir se dire ah, il risque de faire une CIVD, je vais lui faire de l'héparine. Attention, s'il est en phase hypercoagulable, c'est bien, mais sauf qu'on n'est pas capable de la détecter et souvent on est déjà dans la phase hypo et donc en faisant ça, on va aggraver la CIVD. Donc attention, attention avec l'héparine. Et donc, tout ça, c'était bien beau pour la clinique, mais à domicile, on peut quand même faire un certain nombre de choses. On peut faire ce qu'on appelle le minimal database, enfin en tout cas en partie, puisque vous pouvez faire la créatinine, la glycémie, la lactatémie et l'hématocrite, donc c'est déjà pas mal. Donc à domicile, il ne faut pas hésiter quand même à proposer des examens complémentaires sur ces animaux-là, parce que c'est vraiment indiqué, ça va orienter votre prise en charge, et puis ça va, pour certains paramètres, avoir des facteurs pronostiques. Les autres complications qu'on va retrouver dans le coup de chaleur,
Eh bien, c'est donc tout ce qu'on va retrouver dans la défaillance multiorganique et on attaque tout de suite avec l'IRA. C'est vraiment la complication la plus fréquente. On a 2 phénomènes qui se mettent en place en même temps. On va avoir une insuffisance rénale d'origine prérénale à cause de l'hypovolémie et puis on a une insuffisance rénale d'origine rénale avec une nécrose tubulaire qui est liée, au dommage thermique évidemment. Donc ça dépend de la température de votre animal, qui est liée à l'hypovolémie, à l'hypoxie, aux endotoxémies, et cetera, et cetera. Donc il y a plein de phénomènes qui se mettent en place et qui vont vraiment, heu entraîner une nécrose tubulaire. La présence d'une IRA à l'admission et ou d'une créate qui est supérieure à 1,5 mg par décilitre à 12 et 24 heures post-admission, ce sont, des facteurs pronostiques négatifs. Donc c'est bien quand même, de faire une créate à l'admission. Si vous êtes à la maison, proposez une créate. Au niveau du système nerveux central, ça peut aller carrément jusqu'à la mort de l'animal, hein. Donc là, on a quand même des lésions qui sont sévères. Donc on va avoir une hypoperfusion cérébrale, une nécrose neuronale, des dommages vasculaires et surtout on a l'installation d'un œdème cérébral qui est à l'origine d'une hypertension intracrânienne qui va encore ensuite, aggraver les lésions de manière secondaire. Au niveau respiratoire cette fois, on peut avoir installation d'un œdème pulmonaire non cardiogénique, avec vraiment des lésions de l'endothélium pulmonaire et puis ça peut être aggravé par, des phénomènes hémorragiques ou des infarctifs. Au niveau cardiaque cette fois, on l'a, un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est des animaux qui peuvent être sujets, à des arythmies qui sont d'origine extracardiaque à cause de l'hypoperfusion myocardique, de l'acidose lactique et cetera et donc ça, c'est pareil, c'est un facteur pronostic négatif. Concernant le tube digestif, on l'a vu également, il est très sensible à l'hypoperfusion et à l'hyperthermie. Donc il va y avoir augmentation de la perméabilité digestive et translocation de bactéries et d'endotoxines. Donc ça va vraiment participer à aggraver le syndrome de réponse inflammatoire systémique et potentiellement à le faire basculer vers un sepsis. Donc le sepsis, c'est un CIRS plus un phénomène septique donc le sepsis, la défaillance multi-organique et malheureusement, dans la foulée, souvent, la mort. Comment on va prendre en charge ces coups de chaleur? Le premier traitement à démarrer, c'est le refroidissement. Hem, la plupart des gens qui vont écouter la conférence ne font pas de régulation, il y en a peut-être qui en font, un petit peu. C'est important en tout cas, si possible, de demander aux propriétaires de prendre la température et s'ils sont en hyperthermie, de commencer les mesures de refroidissement avant l'arrivée du vétérinaire. C'est vraiment super, super important. Pour ça, comment on fait? Eh ben, on peut doucher l'animal plutôt tiède-froid que froid-froid. Faut pas hésiter à mettre des ventilateurs, si possible, à les mettre dans des environnements frais et secs. On peut, perfuser un soluté frais. Donc si à la maison, ou à la clinique, vous êtes sur un coup de chaleur, prenez un pain de glace et vous enroulez votre tubulure de perfusion, autour du pain de glace juste avant le cathéter, juste avant qu'il arrive dans le chien. Ça permet de refroidir le soluté que vous allez perfuser. Des fois, on peut les tondre un peu et puis, c'est assez radical, mais ça marche très bien, le lavement, rectal ou gastrique parce qu'il y a des échanges thermiques qui sont très importants sur ces zones-là. Donc, faut pas hésiter, à faire, même à la maison, ça peut se faire un lavement rectal, c'est pas très compliqué si vous êtes, avec un gros chien dans le jardin, vous pouvez tout à fait le faire. On essaye de s'arrêter quand la température arrive à peu près à 39,5 parce que quand ils ont démarré une cinétique de refroidissement et ça je pense qu'on l'a tous vécu, et bien souvent ils descendent, ils descendent, ils descendent et ils ne s'arrêtent plus de descendre et ils finissent en hypothermie. Donc il faut essayer de ne pas les faire descendre trop vite ni trop fort et on évite le contact direct avec la glace parce que ça va créer une vasoconstriction périphérique qui diminue les échanges thermiques. Donc, on est un petit peu contre-productif. C'est pour ça aussi qu'on ne les douche pas avec une eau glacée. On essaie plutôt de faire tiède-froid. Ensuite, on va s'intéresser à la volémie de notre prise en charge, puisqu'on a vu que ces animaux étaient très souvent en choc hypovolémique, avec une hypovolémie qu'on appelle relative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu forcément de perte importante de volume, mais il y a surtout une vasodilatation périphérique et une séquestration veineuse.
Donc, on va évaluer la volémie de notre patient. Donc, je vous ai remis, parce qu'on ne le dit jamais assez, les paramètres cliniques qui vous permettent d'évaluer la volémie. C'est la fréquence cardiaque, la couleur des muqueuses, le TRC, la qualité du pouls, la température et le statut mental. Donc ça, il faut vraiment bien maîtriser les 6 paramètres cliniques de la volémie. Et après, on n'hésite vraiment pas à s'aider de paramètres paracliniques. Bon, la pression artérielle si on veut, mais surtout le plus important, c'est la lactatémie. Et là, à domicile, c'est pareil, vous n'êtes pas moins bien loti que nous à la clinique. Vous pouvez faire votre lactatémie, qui est un marqueur donc, dans la plupart des cas d'hypoperfusion tissulaire, CF, la conférence lactatémie, qui sera bientôt mise à votre disposition, qu'on avait fait il y a 1 mois. Donc, on a évalué notre volémie et lorsque on met en évidence une hypovolémie, on va restaurer cette volémie. Donc, pour ça, on va faire un bolus de fluide. Très souvent, on va rester sur un cristalloïde isotonique, type Ringer lactate ou NaCl 0,9%. Et chez le chien, on fait 10 ml par kilo sur 10 minutes. Chez le chat, on va faire plutôt 5 ml par kilo sur 10 minutes. Lorsqu'on a fini notre bolus, eh bien, on va réévaluer la volémie, donc les paramètres cliniques et la lactatémie. Et si besoin, on peut répéter nos bolus, normalement jusqu'à 3 fois, c'est déjà pas mal. Si ça ne suffit pas, eh bien, on va pouvoir passer à des cristalloïdes hypersoniques, ou des fois, lorsque le choc hypovolémique est majeur dès le départ, on peut avoir envie de faire d'emblée des cristalloïdes hypertoniques, donc du NaCl 7,5 ou 10% par exemple, avec des volumes de bolus qui sont un petit peu plus faibles, bien sûr. Et puis, malheureusement, il y a des cas où ça ne suffit pas, où malgré un remplissage tout à fait correct, l'animal ne maintient pas sa volémie, sa pression. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser des vasopresseurs comme la noradrénaline. Donc là, évidemment, il faut qu'il soit hospitalisé et puis tout le monde n'a pas de noradrénaline, donc c'est pas facile. On peut utiliser aussi des inotropes positifs comme la dobutamine. Et puis là, on n'hésitera pas à allumer un cierge à Saint-Rita parce que ça commence à pas sentir très très bon. Deuxième partie du traitement, l'oxygénothérapie. La plupart des animaux donc, sont en état de choc. Du fait de leur hypovolémie, ils n'ont pas une distribution en oxygène au tissu qui est bonne. Et ça, c'est vraiment super important pour l'organisme. C'est son objectif à maintenir, c'est la D2O2, donc la distribution en oxygène au tissu. Donc, il faut vraiment, si on peut, leur donner de l'oxygène. Donc, on peut faire une oxygénothérapie flow-by. Donc, ça veut dire juste le tuyau d'oxygène devant le nez ou devant la bouche dès l'admission. Il y a un certain nombre de patients qui vont nécessiter une oxygénothérapie un peu plus importante. Donc, s'ils sont hospitalisés, ça peut être par exemple de mettre une sonde nasale à oxygène ou des petites lunettes à oxygène. Et puis, il y a certains cas, lorsque la dyspnée elle est sévère, lorsqu'on a un œdème laryngé qui est important, c'est des patients qui vont avoir besoin d'être intubés. Dans les cas les plus sévères, il faut carrément faire une anesthésie générale et puis ventiler mécaniquement. Bon, là, c'est pareil, ça sent le sapin, hein. Mais en tout cas, il peut y avoir des indications d'aller jusqu'à la ventilation mécanique. Lorsqu'on se retrouve avec une hypertension intracrânienne, donc on a dit que du fait de tout ce qui se passait avant, eh bien, il y a un risque d'œdème cérébral qui peut être à l'origine d'une hypertension intracrânienne, qui peut être éventuellement aggravé si en plus il y a des hémorragies cérébrales. Je vous rappelle comment on essaye de suspecter une hypertension intracrânienne sur la base de l'examen clinique. Il faut pour ça se rappeler de ce que c'est que la triade de Cushing. Donc, je vous ai remis des petits schémas ici. Normalement, la triade de Cushing, elle dit la chose suivante. Ce qui nous intéresse au niveau du cerveau, c'est la PPC, donc la pression de perfusion cérébrale. C'est-à-dire le sang qui arrive pour irriguer le cerveau. Et ça, c'est la différence entre la pression artérielle moyenne qui arrive jusqu'au cerveau et on retire à ça la pression intracrânienne qui pousse dans l'autre sens. Donc, le différentiel de ces deux valeurs-là donne la pression de perfusion cérébrale. Lorsqu'on a un œdème cérébral, c'est le petit schéma de droite, votre pression artérielle moyenne, au départ, elle est stable. Et comme votre pression intracrânienne, elle augmente fortement, eh bien, pour maintenir la pression de perfusion cérébrale, parce que c'est toujours ça que le corps cherche à faire, eh bien, il va augmenter sa pression artérielle moyenne. Et c'est comme ça qu'en cas d'hypertension intracrânienne, on va se retrouver avec une hypertension artérielle
Et de manière à compenser, il va y avoir une bradycardie. Donc, si à l'examen clinique de ces animaux, vous avez des troubles neurologiques importants, des anomalies du diamètre pupillaire, ce genre de choses, et qu'en plus vous avez une bradycardie, vous allez très fortement suspecter une hypertension intracrânienne. Attention, ce n'est pas parce que vous ne retrouvez pas cette triade de Cushing à l'examen clinique que vous excluez une hypertension intracrânienne. C'est juste un argument en plus. Comment on va traiter ces hypertensions intracrâniennes ? Vous pouvez utiliser en fait des hypertoniques qui vont avoir pour but de venir faire un appel d'eau dans le secteur vasculaire et donc aller chercher cette eau qui est stockée au niveau du compartiment intracellulaire. Donc, dans les bouquins, c'est décrit que lorsqu'on a une IRA, ce qui peut être le cas donc, sur les coups de chaleur, ils recommandent plutôt d'utiliser le mannitol. Donc, le mannitol, c'est un sucre. Hein, et qu'est-ce qu'il va faire, ce sucre-là ? Eh bien, il va se retrouver en grande quantité dans le sang et il va se retrouver ensuite dans les urines. Et donc, il va faire une diurèse osmotique. Il va faire un appel d'eau au niveau des urines ensuite. Et donc, ça va être éliminé par voie urinaire. Donc, attention, il faut quand même que ce mannitol il soit fait après correction de la volémie. Parce que si vous mettez du mannitol, hop, gros appel d'eau dans le secteur vasculaire et tout part dans la foulée dans les urines, eh bien, votre animal il va perdre encore beaucoup de fluide. Et donc, si sa volémie n'était pas corrigée, il risque vraiment de se retrouver en hypovolémie. Et donc, l'avantage, on va dire, du mannitol en cas d'insuffisance rénale, c'est que c'est décrit comme participant à la restauration de la diurèse et au flush des tubules. Sinon, on peut utiliser donc des cristalloïdes hypertoniques, et donc notamment le NaCl 7,5 ou 10%. Et là, en fait, on retombe sur le type de bolus qu'on peut faire pour restaurer la volémie, déjà lorsqu'on a une hypovolémie. Donc là, l'avantage, c'est que ça va rester quand même dans le secteur vasculaire et que ça va participer au fait de maintenir votre pression artérielle moyenne. Excusez-moi, il y a Yves qui vient d'arriver. Tu ne veux pas te mettre à côté, tu ne vas pas voir l'écran. Ça va pas te gêner. Non, ça va gêner. Hop. Et puis, ce qu'on n'hésite pas à faire aussi, lorsqu'on suspecte une hypertension intracrânienne, c'est relever la tête de votre animal entre 15 et 30 degrés pour essayer de limiter aussi cette hypertension intracrânienne. Lorsqu'on a des crises convulsives, on peut utiliser des anticonvulsivants. Alors, je ne vous ai pas fait toute la prise en charge des crises convulsives parce que c'est une conf à part entière. Mais en tout cas, classiquement, on va utiliser des benzodiazépines, donc du midazolam ou du diazépam, qu'on peut faire en bolus, qu'on peut faire en perfusion continue également si besoin pour le midazolam. On peut utiliser des bolus de propofol, qu'on peut aussi mettre en CRI. On peut faire du phénobarbital. Et puis après, on peut aussi dégainer tout ce qu'on a dans notre trousse d'urgence. Donc, voilà, pas hésiter. Lorsqu'ils ont des crises convulsives, il faut vraiment les stopper le plus rapidement possible. Et puis, on n'oublie pas qu'il y a aussi des désordres électrolytiques et biochimiques qui peuvent être à l'origine de ces convulsions. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un coup de chaleur avec une hypoglycémie sévère, il peut se mettre à convulser de manière secondaire. Donc, pensez aussi à vérifier ce que vous pouvez en fonction de si vous êtes à la maison ou à la clinique et corriger ce qui est corrigeable. Je suis désolée de vous embêter, il y a une personne qui a son micro allumé et qu'on entend respirer pendant la course. Ça va faire un peu de bruit parasite. Si cette personne peut couper son petit micro, ce serait merveilleux. Les autres traitements, donc comme on l'a dit, ils peuvent être en hypoglycémie, il faut le corriger. Donc pour ça, on va utiliser du glucose 30%. CF, toutes les autres confs que j'ai fait dans ma vie, jamais de glucose 5%. Ça, c'est le G5, c'est le mal. Donc on n'utilise plus de G5 pour faire de la fluidothérapie et on n'utilise pas de G5 pour complémenter en glucose. On utilise bien du glucose 30%. Sinon, on fait des perfusions d'eau libre, grosso modo, donc ça va vraiment être très délétère. Donc le G30, généralement, on va faire entre 0,3 et 1 g par kilo sur 10 minutes. Et comme c'est un gros hypertonique, le G30, on n'oublie pas qu'il faut le diluer à 50% dans du NaCl 0,9. Pour aller plus vite dans vos calculs, vous pouvez vous dire que ça fait 1 ml par kilo. Ça, c'est comme ça, c'est plus simple. Et on le dilue de moitié dans du NaCl. 1 ml kilo, ça fait donc 0,3 g par kilo. Et puis, lorsqu'il y a besoin, on peut complémenter aussi la fluidothérapie à 5% de glucose. Donc ça, c'est très différent de j'utilise une poche de G5. C'est bon, on refera une conf sur la fluidothérapie pour ceux qui veulent.
Et donc ça correspond, pareil, pour aller plus vite dans vos calculs, à retirer 40 millilitres dans une poche de 250 et rajouter 40 millilitres de G30 dans cette poche. Et là, vous avez complémenté à 5 de glucose. L'antibiothérapie, elle est absolument pas systématique. Elle va être à réserver aux cas graves, lorsqu'on a des forts risques de sepsis et notamment lorsqu'on a des risques importants de translocation bactérienne au niveau digestif. Donc, s'ils sont en hypovolémie sévère, que vous commencez à constater des diarrhées, surtout des diarrhées hémorragiques, etc., là, pourquoi pas se dire que vous dégainez votre antibiothérapie et il faudra privilégier un antibiotique large spectre, si possible par voie intraveineuse. Traitement symptomatique digestif, donc ils ont souvent des troubles digestifs, vomissements, diarrhée, donc on n'hésite pas à faire des antivomitifs, des pansements digestifs, à condition bien sûr qu'ils soient capables d'avaler quelque chose. Des antiacides, on va privilégier plutôt les inhibiteurs de la pompe à protons, donc type pantoprazole ou oméprazole. Et puis, après, voilà, hein, c'est en fonction de la symptomatologie. Le monitoring, on essaye de surveiller, d'être sûr qu'il n'y a pas apparition de complications. Donc, on va bien suivre l'examen clinique et notamment tout ce qui va être paramètres de la volémie, la pression artérielle, le CG si on peut, diurèse, donc ça c'est pour quand on les garde hospitalisés, surtout s'ils sont en IRA. Est-ce qu'ils produisent toujours des urines ou est-ce qu'ils commencent à nous faire une IRA oligurique ou anurique? Bien surveiller ça. Hématocrite, protéines totales, les temps de coag, l'ANF, les lactates, les gaz sanguins, tout ça, c'est des choses qu'on peut suivre sur les patients qu'on va hospitaliser. Le pronostic, c'est assez variable, mais on a à peu près entre 40 et 50 de mortalité selon les études, donc c'est quand même pas anodin. Ça va beaucoup dépendre de la rapidité de la prise en charge et de la sévérité des complications associées. Alors c'est sûr, 50 de mortalité, ça fait peur, mais je vous rappelle que normalement, on considère un coup de chaleur qu'à partir de 41 degrés. Alors nous, on en voit quand même un certain nombre qui ne sont pas encore là, ça commence à arriver. Donc bon, mais en tout cas, sur des vrais gros coups de chaleur installés, ça meurt quand même très, très bien et c'est du coup important de les refroidir le plus vite possible. Voilà pour le coup de chaleur. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Ou ça va? Vous n'hésitez pas à intervenir, hein, si vous avez des questions. Bon, on continue. Ah Moi, oui, j'ai juste une question, excuse-moi. oui, bien sûr. Dans les cas où il faut les intuber et donc faire une anesthésie générale, tu fais l'anesthésie à quoi? On pose directement le cathé et puis propos ou tu conseilles autre chose? Alors, moi, sur les coups de chaleur, de manière quasiment systématique, qu'ils aient besoin ou pas d'anesthésie. De toute façon, je veux qu'ils se calment et qu'ils se refroidissent parce que globalement, quand ils arrivent, souvent, soit ils sont pas encore enfin, ils sont encore ambulatoires et tout et souvent, ils vont être super agités, ils respirent comme des zinzins, enfin, c'est la catastrophe. Soit, ils sont, déjà, stuporeux, comateux, mais de toute façon, il faut, vraiment les sédater pour qu'ils se calment et qu'ils descendent en température. Donc moi, je vais te dire quasiment tous les coups de chaleur qui passent ma porte, ils vont avoir du Butor et de la Dexmédeto. Butor, je tape sur des 0,3-0,4 sans hésitation, milligrammes kilo. Dex, c'est plutôt des petites doses, hein, c'est vraiment pour, participer à la sédation. Ça fonctionne méga bien sur les brachies. Faut vraiment pas avoir peur de faire des petits bolus de Dexmédeto. Alors petit bolus, si vous êtes en IM, ça peut être, 5 à 10 microgrammes kilo. En IV, déjà 1 ou 2 microgrammes kilo, ça suffit souvent, hein. C'est pas pour forcément les endormir profond, c'est juste pour qu'ils se posent, et qu'ils arrêtent, de respirer comme des gogoles, quoi, hein. Et après, quand il faut vraiment, par contre, les anesthésier, et les intuber, donc là, ils vont avoir aussi leur butor dex et par-dessus, effectivement, le propos, ça marche bien. Il faut aller vite, en fait, hein, dans ces cas-là, il n'y a pas trop le temps. Mais même si tu dois faire du propos à sec, c'est pas grave. Si vraiment, tu arrives et qu'il y a besoin de l'intuber là, maintenant, tout de suite, cathé propos, quoi. Ce qui t'empêchera pas derrière de lui faire, une fois qu'il sera intubé, du Butor, de l'Adex, tout ça pour participer, à ton anesthésie multimodale. Parce que le problème, c'est que le propos, ça dure pas longtemps en effet. Donc il faudra que tu mettes autre chose avec. Mais bon, faut vraiment pas avoir peur en tout cas de les sédater, voire de les anesthésier ces animaux-là. Et petit truc aussi que moi j'aime bien faire, notamment donc sur les brachies, qui montent vite en tempée, qui font des gros œdèmes des voies respiratoires hautes. Donc ceux-là, tout de suite, je les sédate. Et le problème, c'est que ces chiens, dès qu'ils sont un petit peu sédatés, je parle pas d'anesthésie, hein, je parle vraiment de sédation.
Ils vont se coucher et en se couchant, ils vont poser la tête et donc ils vont fermer la bouche et à partir de là, ils n'arrivent plus à respirer. Donc moi, je prends un rouleau de V-Trap, que je leur mets, comme une grosse paille dans la bouche, pour leur maintenir en fait la bouche ouverte quand ils ont la tête posée et on tire bien la langue sur le côté. Le but, c'est vraiment de dégager les voies respiratoires hautes et ça fonctionne super bien et des fois juste de les laisser, émerger de leur petite sédation, en 1/4 d'heure, 20 minutes, hop, c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus, quoi. Mais en tout cas, vraiment, tu as raison de souligner le fait qu'il faut les anesthésier. C'est vrai, il ne faut pas hésiter à sédater et à anesthésier ces animaux-là. Merci J'essaie de beaucoup. répondre à ta question. Il y avait d'autres questions? C'est bon? Oui, Oui. tu as dit la poso pour le butor en IM, tu faisais jusqu'à 5 à 10 mg kilo, c'est ça? Non, ça, c'était pour la Dex. Je ne sais pas si Ah, ok. j'ai Ouais, mélangé. Microgrammes, hein. En ah, IM, ok. la Dex, 5 à 10 microgrammes kilo et en IV, généralement, 1 ou 2 microgrammes kilo, Ok, ça ok. suffit. Merci. De rien. Mais après la Dex, bon, c'est quand même assez sécuritaire. Alors attention, les alpha-2, hein, les alpha-2 agonistes, ça a des effets secondaires. On est déjà sur un animal qui est, au niveau cardiovasculaire, qui est pas foufou et cetera, qui peut avoir des répercussions au niveau rénal, gna gna gna. Donc attention aux alpha-2, mais si vous utilisez de la Dex, c'est quand même super sécuritaire et en plus, là, c'est vraiment des doses qui sont petites, hein, que je vous donne. Donc vous prenez quand même pas grand risque à faire ça. Et pour le butor, donc j'avais dit plutôt 0,3, 0,4, 0,5 milligrammes kilo. Allez, on est parti pour la noyade. Alors, quelques généralités sur la noyade. C'est un vrai problème de santé publique en humaine, puisqu'on a énormément d'accidents, énormément de morts quand même avec la noyade. Et puis, ça se passe sur tous les âges, même si les enfants sont plus sujets, et dans tout type de plan d'eau. Donc, c'est vraiment un problème important en santé humaine. La définition de la noyade, c'est la conséquence d'une immersion ou d'une submersion dans un liquide, peu importe le devenir de la victime. Avant, on considérait qu'on parlait de noyade que quand ils étaient morts. Maintenant, c'est mort ou vivant, on parle de noyade à partir du moment où il y a eu immersion ou submersion. Les facteurs de risque en humaine, crise convulsive, cardiopathie avec arythmie, hyperventilation, hypoglycémie, alcool, drogue, en gros tout ce qui vous fait aller dans l'eau et plus être capable d'en sortir. Et en médecine vétérinaire, perte de conscience, crise convulsive. Bon, c'est un peu moins facile de faire des facteurs de risque. La physiopathologie de la noyade, c'est vraiment un phénomène qui est tout à fait horrible quand on détaille la physiopathie de la noyade. Donc, c'est un processus continu depuis le moment où les voies respiratoires se retrouvent sous l'eau jusqu'à la guérison ou la mort. Et ça débute avec la réponse instinctive à la noyade. Donc, c'est une phase de lutte, en fait. La victime, elle va lutter pour maintenir la tête au-dessus de la surface en essayant de respirer. Ça dure plus ou moins longtemps, selon l'âge de l'individu notamment. On ne sait pas trop chez le chien et chez le chat combien de temps cette phase de lutte peut durer, mais ce n'est pas non plus très très loin. C'est de l'ordre de la minute chez l'adulte. Donc pendant cette phase-là, oui. Pendant cette phase-là, donc il va y avoir une augmentation de la pression exercée sur le corps. Forcément, on se retrouve dans l'eau et l'animal panique, il lutte vraiment pour sortir. Donc on va avoir une augmentation du retour veineux, une augmentation du débit cardiaque. Ça va être ressenti un petit peu aussi comme une hypervolémie. Donc l'animal va augmenter sa diurèse, sa natriurèse et sa kaliurèse. Et puis, comme on a une augmentation de la pression sur le thorax, il va y avoir une augmentation des efforts respiratoires. Ensuite, de l'eau va rentrer dans l'oropharynx. Elle peut être soit recrachée, soit avalée. Et la victime va alors commencer à essayer de retenir sa respiration. Ça dure souvent moins d'une minute. Et au bout d'un moment, elle ne peut pas faire autrement que de re-respirer. Donc, il va y avoir suffocation et entrée de petites quantités d'eau dans les voies respiratoires. Ça, c'est à l'origine d'un réflexe de toux et d'un laryngospasme qui peut être très important. Et même sur des animaux ou des humains, des victimes humaines, qui n'ont pas vraiment eu d'entrée d'eau dans les voies respiratoires, ils peuvent se retrouver avec des détresses respiratoires très sévères juste à cause du laryngospasme. Ensuite, on va se retrouver avec une hypoxémie, une hypercapnie, une acidose, et puis lorsque ce laryngospasme va se lever, et bien là, il va y avoir entrée de grandes quantités d'eau dans les voies respiratoires et ça peut conduire à la mort. On a une dose létale qui est estimée à peu près à 22 millilitres par kilo chez l'homme.
Ensuite, eh bien, il y a tout un tas de phénomènes qui se mettent en place. Une hypoxémie, donc ça, c'est une diminution de la quantité d'oxygène au niveau artériel. Une hypoxie cérébrale, une perte de conscience et une apnée. Donc là, si l'animal est toujours dans l'eau, eh ben, effectivement, on sent que ça ne va pas très bien finir. Et puis au niveau cardiaque, eh bien, tachycardie, bradycardie, dissociation électromécanique, asystolie et mort. Voilà comment ça finit. Au niveau du parenchyme pulmonaire, on va avoir l'expression d'un chêne pulmonaire. Donc, on avait dit tout à l'heure un laryngospasme, mais il y a aussi un bronchospasme. Et un des phénomènes très importants, c'est le lessivage du surfactant. Donc, on le sait, dans les petits cours de respi qu'on a eu quand on était étudiant, il y a du surfactant au niveau de toutes les voies respiratoires. Et le fait d'avoir une entrée d'eau, ça va lessiver ce surfactant et ça va rendre le parenchyme pulmonaire très sensible à tout un tas de choses. Il y a aussi une atelectasie, un comblement des alvéoles, il peut y avoir des pneumonies et malheureusement installation d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë qui n'est pas de bon pronostic du tout. L'hypothermie est également un facteur très important. C'est très fréquent, surtout chez les petits gabarits de chiens ou de chats ou d'enfants. C'est à l'origine d'une vasoconstriction périphérique et d'une aggravation de la pseudo-hypervolémie. C'est ce qui est capté comme message par l'organisme. Donc, on va encore augmenter la diurèse et puis par différents mécanismes et on va encore aggraver finalement l'hypovolémie. Cette hyperthermie, elle a également d'autres conséquences. Il va y avoir une réponse de choc au froid. Et donc ça va engendrer une impossibilité de nager lorsque l'eau est trop froide. Donc on peut avoir une tachycardie, une tachypnée, une vasoconstriction périphérique, une hypertension. Enfin, il y a plein d'autres phénomènes qui se mettent en place et qui font que ça peut être très difficile lorsque l'eau est très froide. Et puis, il y a aussi d'autres mécanismes protecteurs qui vont se mettre en place, ce qu'on appelle la réponse de plongée. Donc encore d'autres répercussions au niveau hémodynamique pour essayer de protéger l'organisme, mais ça ne marche vraiment qu'un temps. Après, il y a tout qui décompense. Au niveau neurologique, on peut avoir du coup des lésions neurologiques, c'est à peu près 10% des victimes chez l'homme. C'est dû à l'hypoxie cérébrale qui va engendrer des lésions cérébrales tout simplement et qui peut être à l'origine d'atteintes neurologiques sévères. Ça va dépendre de la durée de l'hypoxie et de la sévérité des lésions. Et on a installation possible d'un œdème cérébral, donc à l'origine d'une hypertension intracrânienne, comme on l'a vu sur le coup de chaleur. Au niveau cardiovasculaire, on peut se retrouver avec des arythmies cardiaques. Souvent, c'est parce qu'il y a une hypoxie au niveau du myocarde et une ischémie. Ça peut être lié aussi à d'autres phénomènes au niveau acido-basique et électrolytique et également à l'hypothermie parfois. Et on a donc une modification de la pression artérielle avec pareil des mécanismes qui vont essayer de se mettre en place si jamais, pendant les premières phases, ensuite ça va tout décompenser. Les autres complications qu'on peut avoir jusque dans les 72 heures qui suivent l'épisode de noyade, une rhabdomyolyse, c'est quand même pas très fréquent. Une IRA, ça qui peut être lié à différents phénomènes. Un état inflammatoire systémique et puis on peut avoir aussi une CIVD. Eau douce versus eau salée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une différence? Si on réfléchit sur le papier, on se dit que si on a une noyade en eau salée, on va aspirer de l'eau qui est hypertonique, donc on va créer un appel d'eau au niveau des poumons. Donc en toute logique, on devrait se retrouver avec une hypovolémie et une hypernatrémie. Et à l'inverse, sur une noyade en eau douce, on va aspirer une eau hypotonique. Donc on devrait normalement avoir un appel d'eau dans le secteur vasculaire et se retrouver avec une hypervolémie et une hyponatrémie. En réalité, dans les études, ils n'ont jamais réussi à prouver ça. Et donc, il n'y a pas vraiment de différence. On considère que les volumes qui seraient nécessaires pour obtenir ces effets-là sont trop élevés et du coup, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence entre une noyade en eau salée versus en eau douce. Les traitements. Alors, à la maison, c'est pas très, très facile. Chez l'homme, souvent, c'est des patients chez qui on va commencer une réanimation cardio-pulmonaire sur place. Chez l'animal, c'est pas vraiment très répandu. On peut éventuellement conseiller donc déjà au propriétaire d'enrouler l'animal dans une couverture. S'il est en arrêt respiratoire, on peut faire du bouche à nez.
comme l'illustration que je vous ai mis à droite. Alors, il faut être motivé, hein. Moi, je ne sais pas si même sur mon propre animal, je le ferais, mais bon, soit. Sur le papier, c'est possible. Et en fait, la vraie recommandation, c'est de courir aux urgences lorsqu'on a vraiment un animal qui est noyé. Mais même souvent, là, il va arriver mort, hein, soyons honnêtes. Hein. Ou alors, il faut que le vétérinaire court chez vous, mais souvent, il est mort aussi. Bref, peu importe. Objectif de la prise en charge du patient noyé. Pour nous, super veto. On va essayer d'améliorer l'oxygénation tissulaire, de maintenir la perfusion tissulaire, de rétablir rétablir l'équilibre acido-basique si on peut, et de stabiliser tout ce qui va être système cardiovasculaire et neurologique. Voilà un petit peu nos objectifs de prise en charge. Ce qu'on va pouvoir suivre au niveau clinique, ça va être en priorité la température, les paramètres cardiovasculaires, respiratoires et le statut mental. Et au niveau examen complémentaire, si on en a la possibilité, bien sûr, en fonction de si vous êtes ad-hoc ou en clinique, la saturation en oxygène, on peut proposer des radios de thorax, mais ça, c'est uniquement sur patient stable, n'est-ce pas? Jamais de radio de thorax en première intention sur un patient dyspnéique. L'ANF, la biochimie, les temps de coag, les gaz du sang artériel, maintenant, en tout cas à Domvet pour faire des gaz du sang artériel, donc ça, c'est hyper intéressant, et éventuellement le CG. Donc, les premiers traitements, on commence avec l'oxygène. Évidemment, c'est souvent des patients qui, au niveau respiratoire, sont très débilités. Donc, il faut absolument essayer de commencer une oxygénothérapie dès que possible. Alors, bien sûr, une fois de plus, c'est toujours en fonction des moyens que vous avez à votre disposition. Donc, on commence avec des techniques d'oxygénothérapie conventionnelles, le flow-by, le masque. Ensuite, ça peut être la sonde nasale ou les lunettes à oxygène. La cage à O2 aussi, si c'est des patients de pas trop grand gabarit. Et puis, on a très souvent besoin d'escalader dans les techniques de délivrance de l'oxygène, notamment si votre SpO2 elle est inférieure à 92% ou si vous avez une détresse respiratoire sévère. Donc là, vraiment au niveau de la courbe respiratoire, avec un risque d'arrêt respiratoire. Donc dans ce cas-là, il faut essayer de proposer à ces patients une oxygénothérapie haut débit, l'Optiflow. Ça, c'est la photo que vous avez en bas à droite. C'est ce qu'ils ont mis à tout le monde pendant le Covid, quand ils intubaient pas. Et après, sinon, c'est l'intubation avec la ventilation mécanique. Mais évidemment, ces techniques-là ne sont pas disponibles partout, donc on n'a pas forcément accès à ça. Et puis, on fait ce qu'on peut, en fait. Les complications respiratoires, c'est le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc, je vous ai remis la définition en humaine. Globalement, généralement, quand ils font un SDRA, ils finissent au congélateur, hein, soyons honnêtes. Mais bon, dans ces cas-là, idéalement, il faut faire de la ventilation mécanique. Et puis, on peut avoir aussi des risques de pneumonie parce que, on l'a vu tout à l'heure, il y a un lessivage du surfactant. Donc ça va fragiliser le parenchyme pulmonaire. Et lorsqu'ils ont aspiré de l'eau qui était contaminée ou avec des morceaux, du sable ou autre chose, ils ont quand même un risque de pneumonie qui est important. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à entamer une antibiothérapie large spectre sur le papier, si possible, après réalisation d'un LBA. Alors, c'est très drôle, hein, je ne pense pas qu'aucun de nous va se lancer sur un LBA sur ces patients, mais soit sur le papier, normalement, c'est après réalisation d'un LBA. La fluidothérapie, c'est très, 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 très important sur les noyés. Alors, on n'y pense pas forcément parce qu'on se dit qu'ils ont déjà eu assez d'eau, mais en fait, il faut quand même leur en donner parce qu'on veut vraiment essayer de maintenir cette volémie et de maintenir la perfusion tissulaire pour que l'oxygène puisse être délivré correctement à nos tissus. Et puis, lorsqu'on est en clinique et qu'on a pu faire un petit peu un bilan au niveau acido-basique et électrolytique, il y a souvent plein d'anomalies aussi qu'il faut essayer de corriger. Donc, ça va être des animaux qu'il faut souvent perfuser. Attention cependant au risque de surcharge. Il faut être vigilant à pas non plus les noyer par la veine parce qu'on peut avoir un risque d'œdème pulmonaire non cardiogénique et d'œdème cérébral. D'un point de vue cérébral, justement, on va essayer de protéger au maximum le cerveau. Alors, ce n'est pas très facile à faire en pratique, mais si on réfléchit déjà juste à la courbe respiratoire, il faut essayer de se rappeler de certaines choses. Si on a une hypoventilation, donc l'animal respire pas assez, globalement,
on va avoir une augmentation de la pression partielle artérielle en CO2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une hypercapnie. Et ça, c'est à l'origine d'une vasodilatation cérébrale, ce qui va donc augmenter la pression intracrânienne et potentiellement engendrer un œdème cérébral avec une hypertension intracrânienne. Donc ça, on n'a pas trop envie. Si à l'inverse, notre animal il est en hyperventilation, on va avoir une diminution de la pression partielle artérielle en CO2, qu'on appelle une hypocapnie. Et ça, c'est à l'origine d'une vasoconstriction cérébrale et donc d'une hypoperfusion cérébrale. On n'a pas trop envie non plus. Donc finalement, l'objectif, c'est d'essayer d'obtenir une normocapnie, c'est-à-dire une valeur de la pression partielle artérielle en CO2 qui est normale. Donc ça, c'est bien quand on a la capacité de mesurer les gaz du sang, donc en clinique potentiellement et encore pas toujours. Mais sinon, en tout cas, vous à la maison ou en clinique, lorsque vous n'avez pas les gaz sanguins, on veut éviter qu'il y ait une hypoventilation, éviter qu'il y ait une hyperventilation. Donc, il faut essayer de gérer, par exemple, la sédation de l'animal ou si on le ballonne, etc., pour obtenir vraiment une ventilation adéquate. Malheureusement, il y a des situations où on n'y arrive pas et dans ces cas-là, il faut passer par la ventilation mécanique. Si on a suspicion ou que c'est avéré, on a une hypertension intracrânienne, on revient sur ce qu'on a vu tout à l'heure, bolus de NaCl 7,5 ou 10% ou bolus de mannitol. On évite les corticoïdes, très important. Il n'y a aucune raison d'utiliser des corticoïdes sur un noyé. Et ça a été testé, il y a des études dessus, en humaine, etc. Il n'y a aucune amélioration démontrée des corticoïdes et on peut créer des hyperglycémies avec les corticoïdes qui aggravent les lésions neuronales secondaires. Donc, pas de corticos sur nos noyés. Les autres traitements qu'on va faire, ça peut être de corriger la température. On veut les réchauffer, mais on ne veut pas les réchauffer trop vite. C'est super, super important. Il faut les réchauffer tout doucement. On essaye de viser 1 à 2 degrés par heure jusqu'à arrêt des frissons ou 37 degrés max. Ce n'est pas en pratique très facile à réaliser. Souvent, quand on commence à les réchauffer, on a du mal à gérer la rapidité. Mais bon, en tout cas, on ne veut pas les cuire tout de suite. C'est décrit dans un certain nombre de prises en charge de maintenir une hypothermie thérapeutique à peu près à 33 degrés, plus ou moins 1 degré sur 12 heures, pour essayer de limiter les lésions secondaires. Mais c'est quand même assez controversé. Je ne peux pas vous dire qu'il faut ou pas le faire. C'est décrit en tout cas. Bien sûr, à la maison, ce n'est pas adapté. Ça, c'est vraiment, ça serait en hospitalisation. Pour les autres traitements possibles, souvent, c'est des animaux qui peuvent avoir avalé des grands volumes d'eau. Donc, ils peuvent être très inconfortables au niveau digestif. Donc, il ne faut pas hésiter à faire une vidange gastrique avec une sonde orogastrique ou nasogastrique en fonction de s'il est vigile ou pas, ce petit animal. Autres molécules qui sont utilisées dans les études, mais qui ne sont pas décrites comme il faut le faire ou il ne faut pas le faire, c'est décrit. Les antibiotiques large spectre, donc ça on a vu tout à l'heure lorsqu'il y a un risque de pneumonie. Le furosémide, voilà, il y en a qui l'utilisent. Attention par contre à la volémie, parce que le furosémide, vous allez vraiment jouer sur le secteur vasculaire, donc vous allez diminuer la volémie, notamment dans les cas d'œdème qu'on utilise ça, mais attention à ne pas les mettre en hypovolémie. Les bronchodilatateurs, qui soient par voie injectée ou par voie inhalée. Et puis après, il y a d'autres trucs, notamment si votre animal a des troubles neurologiques, des anticonvulsivants, des choses comme ça. Donc voilà, ça, c'est un peu laissé à la discrétion du clinicien. Le pronostic, il y a des facteurs pronostiques qui sont décrits chez l'homme. Ils ont 100% de mortalité chez les victimes de moins de 20 ans lorsqu'on a une submersion de plus de 25 minutes, une réanimation de plus de 25 minutes et un arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée aux urgences. Et ils ont identifié d'autres facteurs pronostiques négatifs, des choses qu'on a un peu de mal quand même, nous, à vraiment mettre en évidence: tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventriculaire, pupille arrêt active, acidose sévère et arrêt respiratoire aux urgences. Ça, sans déconner, ça associe à plus de mortalité. Chez l'animal, ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études. Le parallèle avec la médecine humaine, il n'est pas vraiment sûr. On ne sait pas trop si on peut le faire. Il y a une étude qui a publié une mortalité. C'était une étude rétrospective sur 25 chiens et 3 chats. Les 3 chats étaient morts. Et ils avaient 36% de mortalité dans cette étude-là. Évidemment, ça dépend d'énormément de choses et notamment le temps passé dans l'eau. Vous avez cette petite grille que je vous ai mis à droite, qui est utilisée en fait depuis de nombreuses années en urgence réa pédiatrique
Voilà, c'est des petites choses qu'ils regardent pour essayer de se faire un facteur pronostic qui est bon ou moins bon. GCS, c'est le score de Glasgow. Voilà. Donc vous pouvez, pourquoi pas, utiliser ça, si vous le souhaitez, pour vous faire un petit peu une idée de pronostic. Voilà pour la noyade. Y avait-il des questions sur la noyade? Moi, j'ai juste une question par rapport à la cortisone, pour revenir Oui. dessus. Ce que tu en as bien parlé là, sur la noyade, mais par rapport au coup de chaleur, tout à l'heure, quand on a parlé des œdèmes laryngés, je suppose que là, tu aurais tendance à l'utiliser aussi, mais pas en dehors d'un œdème laryngé, par exemple. Alors effectivement, coup de chaleur classique, il n'y a pas de raison du tout de faire des corticos. Tous les états de choc, tous les traumas et tout, maintenant, c'est vraiment démontré qu'il ne faut pas en faire. Effectivement, sur un œdème laryngé de brachy, par exemple, pour une raison autre qu'un coup de chaleur, oui, c'est indiqué de faire des corticos. Sur un coup de chaleur, très franchement, moi, je n'aime pas trop. Faire des corticos en systémique, ça a quand même énormément d'effets, je veux dire secondaires, d'effets autres. C'est vraiment pas anodin d'injecter des corticos, ne serait-ce que pour une chose, c'est que les corticos, ça va mettre votre patient dans un état hypercoagulable. Or, c'est déjà des patients qui ont, de par tout ce qu'on a vu, une activation de toutes les cascades de la coagulation et qui vont très vite passer dans la phase hypercoagulable de la CIVD. Si vous leur rajoutez des corticos par-dessus, vous êtes quasiment sûr, mais vous aggravez encore le risque de CIVD. Donc déjà, rien que pour ça, moi, je ne suis pas fan des corticos. Par contre, j'ai tendance à en faire dans ces cas-là en local. Parce que au SIAMU, là où j'ai été formée, c'est vrai qu'ils ont tendance à faire ça. On ne sait pas trop dans quelle mesure ça fonctionne ou pas, mais en tout cas, ça ne mange pas de pain de faire du Flixotide par voie inhalée, ou carrément vous ouvrez la bouche et vous mettez 2 puffs de Flixotide dans la bouche, ça en local. Là, pour le coup, vous craignez rien, vous n'avez pas de risque d'effet secondaire. Maintenant, de toute façon, les corticos, il y a des situations où on sait que c'est décrit comme délétère, mais il y a plein de situations pour lesquelles on ne sait pas non plus. Voilà. Il y a des études qui montrent des résultats qui sont divergents. Donc, c'est laissé à la discrétion du clinicien, mais c'est vrai que moi, personnellement, je n'ai pas tendance à en faire sur les coups de chaleur. Ok, je te remercie. Il y avait d'autres questions ou pas? Peut-être juste une petite remarque. Moi, je ne sais pas trop ce que ça dit sur les noyés, mais pour connaître un peu les études qu'ils font chez l'homme sur les avalanchés, où finalement, il y a quand même un côté assez similaire sur à la fois l'hypothermie et le fait qu'il y a une suffocation, un manque d'oxygène. Ça vaut peut-être le coup de se battre un peu. Typiquement, ceux qui ont très vite très froid. En tout cas, chez l'homme, il y a pas mal de miraculés qui finalement, on aurait un peu dit rapidement morts et qui reviennent, quoi. Donc peut-être que le noyé qui a eu un peu froid, bon, pas le dire mort trop vite, quoi. En tout cas, en soins intensifs, quoi, clairement. Oui, c'est vrai, mais tu as tout à fait raison. Je pense que le parallèle est assez intéressant. Mais effectivement, c'est vrai que c'est des animaux qui peuvent arriver dans des états un peu cata. Je pense que la grosse différence avec l'avalanché, c'est vraiment le fait qu'il y ait eu ou pas de l'eau dans les voies respiratoires. Quand ils sont juste restés longtemps dans l'eau, mais genre Jack dans Titanic, il est glacé, mais finalement, il n'a pas trop eu d'eau dans les voies respiratoires. Je pense que là, c'est très, très similaire à tes avalanchés. Et tu as raison, il faut vraiment on aurait pu sauver Jack, ouais. Il faut vraiment se battre. Et en plus, il y a plein d'études où cette hypothermie, elle est montrée en fait comme protectrice sur un certain nombre de trucs. Donc, c'est vrai que tu as raison, Fanny, de le souligner. C'est pas parce qu'il est froid qu'il va mourir, quoi. Par contre, la grosse différence, et là où je pense généralement on a du mal à les sauver et où on a du mal à se battre carrément, c'est vraiment sur les grosses détresses respiratoires où il faudrait des techniques d'oxygénothérapie qu'on n'a pas à disposition, quoi, tout simplement. Mais oui, on essaye de ne pas condamner tout le monde. C'est bien d'essayer de les sauver. Allez, on enchaîne avec les envenimations et on va attaquer avec nos amis les chenilles processionnaires qui font des ravages en ce moment. Alors, je pense que tout le monde a déjà vu, a déjà pris en charge, voilà, les chenilles, ça parle un petit peu quand même à tout le monde, mais on va revoir quand même quelques trucs parce que des fois, c'est loin, on oublie, on travaille un peu vite et puis on fait des petites bêtises et puis des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc la chenille processionnaire, qu'est-ce que c'est? C'est une larve d'un papillon de nuit, donc vraiment, mais aucun intérêt, ça ne devrait même pas exister, mais bon, ça existe quand même. Et nous, c'est surtout la chenille du pin qui va nous embêter, donc celle de gauche.
Donc, si on refait un petit peu d'entomologie, parce que vraiment, c'est trop bien l'entomologie. Donc, normalement, on a la forme adulte, qui est le papillon, qui va sortir de terre entre juin et septembre, qui va s'accoupler et qui va aller pondre sur les aiguilles de pin, comme la photo qui est en haut à droite. Et ensuite, l'adulte, il va mourir. Donc, vraiment une vie de merde. C'est aucun intérêt. Ensuite, ces petits œufs, ils vont éclore en 5 à 6 semaines. Ça va donner des formes larvaires qui vont muer 3 fois pendant l'hiver et qui vont ensuite faire des nids dans les aiguilles de pin. Et au bout de la 4e mue, elles acquièrent ces super petits poils urticants qu'on adore et elles vont descendre de l'arbre en procession au printemps et s'enfouir sous terre à quelques mètres ou kilomètres de l'arbre initial, se transformer en nymphe et en chrysalide et ressortir de terre sous forme adulte. Et le cycle infini de la vie continue. Il était une fois la vie. Donc, chaque étape va être modulée en fonction de la température, de l'hygrométrie, etc. Mais normalement, la période à risque, le moment où les chenilles descendent en procession des arbres, c'est février à avril. En pratique, c'est quand même beaucoup plus étalé. Des fois, on va en avoir plus tôt et on va en avoir jusqu'à beaucoup plus tard. Et puis, maintenant, au niveau de la répartition géographique, ça, c'est une carte des recensements d'observation de chenilles processionnaires en France entre 2007 et 2021. Donc, globalement, il y a à peu près toute la France. Donc comme ça, on est tranquille. Ouais, bah là, Paris est bien dans le bleu, là. On est bien, nickel. La toxicité, c'est lié aux petits poils urticants qui vont provoquer une irritation mécanique. Ils contiennent au moins 7 allergènes urticants, dont la tométopéine qui est la plus importante. C'est des poils qui sont très cassants, très légers et qui vont faire des lésions par contact direct. Et attention, les chenilles sont capables de projeter leurs poils en cas de danger et ça peut être ensuite dispersé par le vent. La symptomatologie, on a quand même très souvent des symptômes au niveau de la face et de la cavité buccale, et que ce soit chez le chien ou chez le chat, avec essentiellement des glossostomatites, donc un œdème lingual important, et on peut avoir aussi un œdème sous-lingual. Donc ça, c'est la photo que je vous ai mis en haut. Bon, ce n'est pas des photos de très bonne qualité, mais j'en ai pas à moi malheureusement. Je ne sais pas si vous voyez mon petit curseur, mais c'est vraiment le long du frein de la langue, ils vont se mettre à gonfler, mais énormément, ça fait presque comme 2 grosses boules d'eau. Et des fois, c'est tellement imposant qu'ils ne peuvent plus fermer la bouche, et voire même, ça peut obstruer les voies respiratoires. Ça peut être très, très, très important. On a très souvent du ptyalisme aussi, déjà parce que ils ont mal, donc, et aussi parce qu'ils n'arrivent pas à déglutir correctement, hein, tout simplement. On va avoir aussi des ulcères qui vont être généralement des ulcères locaux sur la langue, éventuellement les babines, tout ça, et qui peuvent évoluer vers la nécrose. Et on a potentiellement un érythème et ou un prurite de la face. La nécrose avec perte de substance, elle va évoluer dans les 8 jours post-exposition. Donc au départ, ça fait un truc dégoûtant verdâtre, là, comme la photo d'en haut. Et ensuite va apparaître un sillon disjoncteur, comme sur la photo d'en bas, qui fait vraiment la délimitation entre tissu sain et tissu nécrotique. Donc ça met plusieurs jours à s'installer généralement. Et puis la récupération fonctionnelle, elle se fait en fonction de l'étendue de la nécrose. On estime que le pronostic vital peut être engagé s'il y a plus d'un tiers de la langue qui... On peut avoir des atteintes oculaires parce que donc, les petits poils ils s'envolent, donc ils peuvent s'en prendre dans les yeux, avec donc épiphora, blépharite, chémosis, hypermie conjonctivale, tout ça. Et puis ça peut aller jusqu'à la kératite, les ulcères, voire l'uvéite en pâture. Pas mal de lésions oculaires possibles. Des atteintes respiratoires, ça c'est quand même moins fréquent. Ça peut être s'ils ont inhalé des petits poils de chenille. Donc souvent, ça va se cantonner à la truffe, mais des fois, ça peut être carrément une dyspnée ou une toux. Atteinte digestive, donc ça, c'est pour les crétins qui vont mâchouiller des chenilles, voire ingérer des chenilles. Donc vomissement, diarrhée, et puis ça peut faire des ulcères qui sont assez importants, qui peuvent aller jusqu'à l'ulcère perforant, donc au niveau de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum proximal. Et puis, atteinte systémique, c'est vraiment rare, mais c'est possible. On peut avoir une dégranulation des mastocytes sur les toxines qui sont dans les petits poils, et ça peut créer un choc, donc avec une tachycardie, TRS allongé, pouls faible, une tachypnée, ce genre de choses. Mais c'est quand même vraiment pas les cas les plus fréquents.
Et après, on a aussi des lésions retardées qui peuvent apparaître avec notamment activation de la coagulation, donc des troubles de l'hémostase, une CIVD, des choses comme ça. Mais c'est pareil, c'est vraiment très anecdotique par rapport à la plupart des cas qu'on voit. Le choc anaphylactique, il est très, très rare, il est possible, avec un œdème de Coinck, et là, c'est une urgence vitale. Alors attention, on en reparlera quand on parlera des piqûres d'hyménoptères. Pas parce qu'on a la tête gonflée, parce qu'on s'est fait piquer sur la tête, qu'on fait un œdème de Coinck. Ce n'est pas la même chose. Mais en tout cas, c'est possible d'avoir un vrai choc anaphylactique. Bon, là, c'est grosse urgence vitale. Le traitement, plus important, et on pense à, c'est qui Shadowvet qui a fait ça? Carla, qui a pris en charge un chien chenille 100 mètres de gants et qui l'a regretté. Voilà. Donc, avant tout, même si on n'est pas sûr que ce soit des chenilles, on arrive sur un chien qui a la langue gonflée, qui bave et tout, mais mettez des gants, quoi. Déjà, pour aller toucher une bouche dégoûtante, on met des gants. Mais alors, en plus, quand il y a un risque de chenille, on met des gants. Vraiment, ça pique fort aussi pour les humains. Donc, on se protège. Et après, le plus important dans la prise en charge, ça va être le flush de la bouche. Donc, on peut faire soit avec un cristalloïde isotonique seul, soit on peut utiliser du bicarbonate dilué dans un isotonique au ratio 1:1. Et on va aller vraiment flusher avec de la pression. Le but, en fait, là, c'est d'aller évacuer tous les petits poils qui pourraient être encore présents. On évite d'aller frotter mécaniquement parce qu'on risque de casser les poils et de libérer encore les petites substances irritantes qui sont dedans. Ce flush, soit on a un animal qui est super cool et on peut le faire vigile, soit souvent il faut quand même le sédater, voire l'anesthésier. Attention à bien protéger les voies respiratoires pour ne pas envoyer ce flush dans la trachée, ce qui serait un peu contre-productif. Ce flush, il peut être renouvelé toutes les 4 à 6 heures dans les premières 24 heures pour les cas vraiment graves. Mais en tout cas, tout animal chenille ou suspect chenille que vous voyez doit avoir un rinçage buccal. Évidemment, on n'hésite pas à rincer les yeux aussi, même quand ils n'ont pas l'air d'avoir des symptômes au niveau oculaire. Dans tous les cas, on le fait. Donc, on nettoie avec un nettoyant classique du sérum Phi. Et parfois, il faut les doucher. Quand ils ont joué avec les petites chenilles, il faut doucher la tête, voire le corps entier. Une fois de plus, on ne fait pas comme sur la photo, on met des gants. Même, il faudrait des gants de fouille. Moi, j'ai déjà fait une douche d'un chien chenille et ça m'a gratté tous les avant-bras à partir de la limite du gant, en fait. Les autres traitements, ce qui est super important, c'est l'analgésie. Ça fait trop mal, donc il faut vraiment leur donner de l'analgésie. Il ne faut pas hésiter à taper sur des morphiniques. Donc, en fonction du degré d'analgésie nécessaire et de est-ce que vous êtes à la maison et l'animal va rester à la maison jusqu'au lendemain, ou si vous l'envoyez en clinique ou alors vous êtes déjà en clinique, on ne va pas utiliser forcément les mêmes morphiniques, mais souvent on va aller taper sur de la bupré pour des douleurs modérées avec une action de 6 à 8 heures ou de la méthadone pour une action plus forte avec une action de 4 heures. Mais en tout cas, pareil, autant ils doivent tous avoir un rinçage buccal, autant ils doivent tous avoir de l'analgésie également, et si possible, avant le rinçage buccal, ça sera mieux. Les anti-inflammatoires, il n'y a pas de consensus. On ne sait pas si c'est bien ou pas d'en faire, c'est laissé à la discrétion du clinicien. On peut utiliser des corticoïdes à action rapide, type méthylpred dans son en rupture, ou tout simplement dexaméthasone. Mais voilà, ça, il n'y a pas d'études qui prouvent pas qu'il faut le faire. Les antihistaminiques, pareil, en toute logique, ce n'est pas des réactions allergiques, donc il n'y aurait pas tellement de raison de faire des antihistaminiques. Si vous voulez en faire, vous pouvez faire de la prométhazine. Les antibiotiques, normalement, en première intention, ce n'est pas forcément nécessaire, mais après, si vous arrivez sur des lésions très graves, sur de la nécrose, des choses comme ça, oui, vous pouvez envisager une antibiothérapie, mais ce n'est pas forcément nécessaire en première intention. Et traitement oculaire, ça, c'est si besoin, si vous avez des lésions au niveau oculaire. Après, il ne faudra pas hésiter à faire des traitements digestifs quand ils ont un peu potentiellement pris la chenille en bouche, un peu mâchouillé, un peu dégluti des poils. Là, il ne faut vraiment pas hésiter parce qu'on a des grosses lésions au niveau digestif dont on ne s'aperçoit pas forcément tout de suite. Donc, on peut leur faire des antivomitifs, notamment du maropitant. On peut les blinder en pansement digestif, en préférant plutôt le sucralfate pour son action sur tout ce qui va être érosion et ulcère digestif. Donc ça, on n'hésite pas. On peut faire des antiacides.
Sur les cas les plus graves, où on a vraiment des gros ulcères digestifs sur des chiens qui vont ingérer des chenilles, on peut utiliser du misoprostol, qui est un analogue des prostaglandines. Bon, là, on est sur des cas plus particuliers. Et par contre, ça c'est important, on peut en parler tout de suite aux gens, sur des animaux qui ont des grosses lésions au niveau de la langue, souvent pendant plusieurs jours, ils ne vont pas réussir à manger. Donc, c'est des animaux qu'on peut avoir besoin de réalimenter par sonde pendant quelques jours. Le pronostic, il va dépendre de la gravité de l'exposition. Est-ce que je me suis approchée d'une chenille ou est-ce que j'en ai mâchouillé 10? Et il va surtout dépendre de la rapidité de prise en charge et de la rapidité de réalisation d'un rinçage buccal. Donc ça, c'est vraiment la clé de votre traitement. Vous ne devez pas passer à côté du rinçage buccal. Et puis, le pronostic dépend bien sûr de l'étendue des lésions finales, puisqu'on a dit qu'après, au-delà de 1/3 de nécrose de la langue, ça devient quand même plus compliqué pour tout simplement pouvoir laper, pour manger et pour boire. Là, il y a une étude rétrospective qui a été publiée en 2017 par l'équipe du SIAMU sur 109 chiens. Les facteurs qui étaient associés à une nécrose de la langue, c'était le temps entre l'exposition et le rinçage buccal, donc plus ou moins de 6 heures, ça c'est vraiment ultra important, la température à l'admission et le changement de la couleur de la langue pendant l'hospitalisation. Ils avaient quand même dans l'étude sur plus de 100 chiens un taux de survie de 97%. Et avec, au niveau du suivi, ils avaient 60% des chiens dont ils avaient un suivi, et il y en a 37% de ces chiens-là qui avaient finalement une vraie nécrose de la langue par la suite, mais aucun pour qui ça altérait la qualité de vie. Donc même si les lésions, elles sont super impressionnantes initialement, avec une langue qui est archi gonflée, et c'est horrible, il a trop mal et tout, ça ne veut pas dire que ça va être la catastrophe par la suite. Donc on prend bien en charge, et puis après, il faut se laisser du temps. Voilà pour les chenilles. Ça va? Vous avez des questions? Pas de questions? Oui, si. Oui, Pour le question. rinçage buccal, Ouais. est-ce que tu as des petits tips peut-être? Alors, rinçage buccal, petit tips. Alors moi, très franchement, c'est rare que je les anesthésie pas, hein, parce que si tu veux le faire de manière exhaustive, c'est quand même plus confortable et plus efficace s'ils sont sédatés, voire anesthésiés, et surtout chez le chat. Faire un rinçage buccal vigile à un chat, franchement, faut y aller. Donc, on n'hésite pas. Quand ils sont vraiment anesthésiés, on n'hésite pas à les bourrer au fond de la bouche un gros paquet de compresses pour protéger les voies respiratoires. Et on les met plutôt inclinés avec la tête vers le bas pour que ça coule en dehors de la bouche. Et après, moi, je me fais mon petit mélange bicarbonate avec du NaCl 0,9 souvent. Et après, je prends une grosse seringue de vin, une aiguille rose où je casse l'aiguille là, et j'envoie donc sous pression et on fait toute la bouche et on y va, quoi. On fait. Et puis c'est tout. Et on frotte pas mécaniquement. On va pas avec une compresse ou je sais pas quoi frotter sur la langue, tout ça, pour éviter de casser les petits poils qui pourraient encore être là. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de secret. Hein. Ok. Alex qui est là dit qu'elle fait pareil. Ouais. Yves, qui travaille à domicile, pour ceux qui ne le connaissent pas, fait ses rinçages buccaux dans la douche. Mais oui, de toute façon, c'est la douche, la baignoire ou dehors si vous êtes. Ouais, non, on essaye après de faire un peu avec les moyens du bord, hein, en fonction de comment vous pouvez vous installer. C'est exactement. Exactement. Mais même, c'est vrai que déjà, juste utiliser la douche, le pommeau de douche. Le pommeau de douche, ça peut être une option intéressante. Hein. Moi, je fais d'abord la douche et après, je fais quand même un rinçage au bicarbonate. Et prends la mauvaise excuse de Yves, je n'ai pas de bicarbonate. Eh bien, il en prend. Hein. Mais effectivement, c'est quand même assez dépendant de ce que vous avez à votre disposition et du gabarit de l'animal aussi, parce que si vous avez un chien de 50 kg, vous n'allez pas le suspendre la tête en bas, c'est quand même pas très facile. Hein. Donc, on fait comme on peut, comme toujours à domicile. Voilà, les bons tuyaux. Ok, merci. Il y avait d'autres questions ou pas? Je t'en prie, oui. Est-ce qu'il y a d'autres chenilles? Il y en a d'autres qui vont faire ça? Yves demande s'il y a d'autres chenilles qui font ça. Alors après, il y a la chenille processionnaire du chêne, qui est sa copine. Après, je ne suis pas spécialisée en chenilles. Je ne te cache pas, Yves. J'ai mes limites. J'aime beaucoup les insectes, mais j'ai pas de board en chenilles. Donc, j'imagine qu'il
qu'il y a d'autres chenilles qui doivent avoir des trucs pas très cool, mais qui doivent être moins importants que ça. Hein. Je pense que... En tout cas, ça nous occupe. Bon, la question est retirée. Nous avançons donc sur les hyménoptères. Un petit peu d'entomologie encore parce qu'on adore ça. Alors, la famille des hyménoptères. Ce qui va nous intéresser, c'est le genre Apocrita, qui va comprendre tout ce qui va être abeilles, fourmis, guêpes et frelons. Alors, les fourmis, on s'en fout un peu. Elles sont mignonnes en France. Petite photo pour ceux qui ne savent pas distinguer une abeille d'une guêpe, d'un bourdon, d'un frelon asiatique. Parce que c'est quand même vraiment très mignon, ces petites bestioles. Et ils ne sont pas tous méchants pareil. Donc voilà, petite photo. Je laisse juste le temps à Alexandra de venir voir la petite photo. C'est magnifique, hein? Voilà, mais face profil, j'ai tout mis. Les particularités de ces différentes bestioles. L'abeille, généralement, ne peut faire qu'une seule piqûre puisqu'elle a un dard qui est courbé et donc elle va s'arracher la moitié des boyaux en partant. Donc, elle va mourir. Et la différence des guêpes et des frelons qui, eux, sont déjà plus agressifs au niveau comportemental et en plus peuvent piquer plusieurs fois, ce qui est merveilleux. Pour les fourmis, vraiment, en France, on n'a rien d'embêtant. Le venin, c'est un savant mélange de plein de trucs horribles avec des amines vasoactives, plein d'autres trucs, notamment de la mélitine, des phospholipases, des facteurs de dégranulation des mastocytes, enfin, plein de choses super cool. Heureusement que c'est des tout petits insectes, sinon on serait dans le caca. La dose létale, elle est valable pour abeilles, guêpes et frelons. C'est une dose bien sûr qui est estimée. Ça va dépendre beaucoup de piqûres et puis de la sensibilité individuelle. Chez l'humain, on considère que c'est à peu près 500 piqûres à la dose létale. Non, 500. Or, bien sûr, tout ce qui est contexte réaction allergique, vraiment juste sur un humain lambda. Chez les autres mammifères, on estime que c'est à peu près 20 piqûres par kilo. Déjà pas mal, hein, en vrai, pour dépasser cette dose, il faut vraiment s'être roulé dans le nid. Voilà. Les signes cliniques. Alors, on peut avoir ce qu'on appelle simplement des réactions locales. Donc, il y a une petite réaction à l'endroit de la piqûre. Ça, on s'est tous déjà fait piquer, on sait ce que c'est. Il y a un petit œdème, un érythème, ça fait mal. Ça s'arrête là. Auto-limitation et résolution spontanée en 24 heures. Donc, ça, c'est pas bien méchant. On peut avoir des réactions régionales. Donc là, on a un œdème, un érythème autour du site de piqûre qui va s'étendre à une extrémité. Donc, par exemple, il s'est fait piquer au bout du pied et on a quand même une partie du membre qui va gonfler. Ou alors, le cas qu'on a très, 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 très souvent, il s'est fait piquer parce qu'il a été farfouillé pour attraper la bestiole et il s'est fait piquer au niveau des babines, au niveau de la truffe et il va commencer à gonfler un peu sur toute la tête. Donc ça, c'est une réaction régionale. Ça apparaît dans les 24 heures. Le pic, il est assez rapide dans les 24-48 heures et ça se résout complètement normalement dans les 48 heures. Rarement, on peut avoir une réaction anaphylactique systémique avec vraiment un choc cardiovasculaire et une détresse respiratoire. Donc ça, c'est les réactions allergiques qu'on connaît aussi chez l'humain, mais c'est vraiment rare quand même. On peut se retrouver aussi avec des symptômes cutanés, des symptômes gastro-intestinaux et là, ça apparaît très rapidement dans les 15 minutes généralement qui suivent la piqûre. Très rarement, on peut avoir des réactions d'hypersensibilité retardées. Donc là, bon, je l'ai mis, ça ne nous intéresse quand même pas trop. Ça va donner plutôt ça cause la formation d'hymen complexes. Donc, on va se retrouver avec des trucs type vascularite, polyarthrite, glomérulonéphrite, machin. Donc ça, c'est le véto-traitant qui va se prendre la tête avec ça. Et puis, on peut aussi, lorsqu'on a des piqûres multiples très importantes, avoir des réactions toxiques systémiques, donc avec des symptômes assez variés, fièvre, hypotension, méléna, etc., des troubles neuro, CIVD, HMI, patopathie. Bon, c'est pareil, ça c'est quand même vraiment très anecdotique par rapport à ce qu'on voit. Les traitements, lorsqu'on a simplement une réaction locale ou régionale, donc on a un petit œdème, petit érythème sur le site de piqûre ou éventuellement l'extrémité de la zone qui a été touchée, et en réalité, il y aurait souvent rien besoin de faire. Sauf que ça, c'est facile à dire une fois que vous avez été appelé, parce que les gens, ils ont paniqué parce que Kiki, il a gonflé de la tête.
évidemment que vous allez y aller et quand vous allez être sur place, vous allez quand même faire un petit quelque chose, sinon les gens ne vont pas comprendre ce que vous faites ici. Donc, si on veut faire des traitements, on peut faire des antihistaminiques, on peut faire des analgésiques. Sur des cas où il y a un peu de répercussions au niveau systémique, tout ça, on peut envisager de la phytothérapie ou des choses comme ça. Mais pas besoin non plus de s'énerver trop fort sur le traitement. Lorsqu'on a une vraie réaction anaphylactique systémique, là, on est sur un vrai cas d'urgence. Il faut sécuriser les voies respiratoires. On peut faire une phytothérapie qui est un peu plus agressive, utiliser des antihistaminiques, donc la prométhazine notamment. Et on peut faire des corticoïdes. Il n'y a pas de preuve d'efficacité des corticoïdes dans ces indications, je le précise, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à en faire. En réalité, on ne sait pas si ça fonctionne ou pas. Et voilà, sur les vrais gros chocs, bronchodilatateurs, adrénaline, etc. Moi, personnellement, en 5 ans d'exercice exclusif en urgence soins intensifs, je n'ai jamais vu de réaction anaphylactique vraie. Donc, c'est pas. Enfin, après, ma situation n'est pas forcément représentative de ce qui se passe, mais c'est quand même pas les cas les plus fréquents. Je ne sais pas si vous avez de votre côté déjà eu affaire à ça, mais c'est quand même vraiment pas les cas les plus importants. On a des réactions locales ou régionales avec des gonflements des membres ou de la tête. Et oui, donc c'est là où je refais la différence. œdème de Coinck n'est pas égal à gonflement de la face. La plupart des chiens, comme c'est des imbéciles et qui veulent attraper les bébêtes, ils se font piquer au niveau du nez, des babines, tout ça. Donc le gonflement, il se fait au niveau de la tête, ça panique les gens. À la régule, ils ne peuvent pas savoir si c'est grave ou pas, donc ils vous envoient en consulte. Mais souvent, c'est quand même bien méchant. Voilà pour les hyménoptères. Des questions là-dessus? Yes. Vas-y. Est-ce qu'en local, on peut appliquer du prédniderme, par exemple, des choses comme ça? Ou pareil, ça tombe Après, sous les franchement, appliquer corticos et on ne sait pas trop, quoi. Ouais. Oui, alors enlever le dard, ça c'est vrai que c'est un truc qu'il faut toujours chercher le dard, parce que des fois vraiment on le trouve. Hein. Ça, ouais. Et puis alors là, vous êtes un héros aux yeux des propriétaires. Donc bien sûr, enlever le dard. Honnêtement, mettre des trucs, des crèmes en local, moi je trouve que ça ne sert pas à grand chose. Après, tu ne feras pas de mal à le faire. Mais par contre, appliquer du froid sur la zone de piqûre, c'est comme pour nous, hein, ça peut faire du bien, ça peut aider à dégonfler un petit peu. Donc pourquoi pas. Mais effectivement, les crèmes cortico, oui, pourquoi pas. On ne sait pas trop si ça fonctionne. Mais tu Ok. ne prends pas un risque non plus majeur à faire ça. Donc, si tu sens que dans la situation où tu es, tu veux le faire, vas-y. Merci. Ça va pour les hyménoptères. Allez, courage, c'est la dernière partie. On finit avec les vipères. Donc, en France, il y a 4 espèces de vipères qui sont retrouvées. Heureusement, on n'a quand même pas de serpent très très méchant. La couleuvre, ça va, et on a que la vipère. Après, on n'est quand même pas très embêté. Donc, c'est pas pire au niveau serpent. Attention, c'est un animal qui est menacé et protégé. Donc, on n'est pas censé les tuer, en fait. Même si on se fait surprendre par une vipère, il faut la laisser tranquille. Donc, on essaye de ne pas éradiquer les vipères en France. Comment on reconnaît une vipère d'une couleuvre? Parce que ça va être souvent l'interrogation. Alors, il y a plusieurs critères qui vont vous permettre de faire la différence. Déjà, il y a les écailles sur la tête. Alors là, il faut quand même avoir le serpent sous les yeux. Hein, parce que sinon, si les gens ils vous disent « Oui, c'est un serpent marron, il avait 2 petits traits ici. » Ouais, super. Donc, bon, admettons qu'il lui ait mis un coup de machette sur la tronche et que vous arrivez, vous avez le serpent sous les yeux. Vous pouvez essayer de faire la différence. Donc, la couleuvre a plusieurs grosses écailles symétriques sur la tête, alors que la vipère va avoir plein de petites écailles. La pupille est différente aussi. Chez la vipère, c'est une fente verticale alors qu'elle est ronde chez la couleuvre. Sous les yeux, vous avez plusieurs petites rangées d'écailles chez la vipère alors que c'est un seul rang de grosses écailles chez la couleuvre. Et au niveau de la forme, c'est souvent uniquement ça qu'on voit, parce que le serpent est en train de partir. La vipère va être plutôt courte et trapue, alors que la couleuvre va être plutôt fine et allongée. Bon, c'est pas très facile de faire la différence. Dans tous les cas, il vaut mieux se déplacer sur une morsure de serpent. Le cycle annuel est le cycle de reproduction de la vipère. Donc, elle sort d'hivernage à peu près vers février-mars. Elle va s'accoupler vers mars-avril, mettre bas ensuite l'été, et puis entrer en hivernage entre fin octobre et début novembre. Donc là,
ça va être la période où les vipères vont commencer à sortir. L'épidémiologie des morsures, donc ça, c'était une étude où ils recensaient donc les cas de morsures en 2013 en France. Donc, il y en a quand même partout. Il faut considérer que peu importe où vous êtes, il y a des risques de morsure. Alors, la Corse, soi-disant zéro morsure, je pense juste qu'ils n'ont pas déclaré les morsures, parce que ça, c'était auprès d'un centre antipoison vétérinaire. Et avec, pardon, un pic, du coup, sur la courbe que vous voyez en bas à droite, un pic entre mai et septembre. La morsure de vipère, normalement, c'est un animal qui n'est pas agressif et qui fuit, mais le problème, c'est qu'elles peuvent être souvent dérangées par les animaux de compagnie, ce que ne fait pas normalement l'homme. Le coût métabolique est important pour la production de venin. Donc, en fait, on a beaucoup de morsures qui sont sèches, où il n'y a pas d'inoculation de venin. Donc, ça, c'est important aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a une morsure que ça va être la catastrophe. Et on peut avoir soit un seul point d'injection, soit 2 points séparés en fonction de s'il y a 1 ou 2 crochets qui est rentré. Les circonstances de la morsure chez le chien et chez le chat, c'est souvent dans des contextes de jeu ou de chasse. Donc, c'est des morsures agressives avec inoculation de venin le plus souvent. Et ça, c'est quand c'est plutôt en été. Et lorsqu'il y a un dérangement accidentel, donc lorsque elle est cachée quelque part, on la dérange, là, elle va plutôt faire une morsure défensive qui va être sèche. Les principaux sites de morsure chez le chien et chez le chat par extension, eh bien, c'est la confrontation directe, donc ça va être tête et face. Dans 80% des cas, ça peut être les membres, et sinon, ça va être en gros ce qui dépasse, donc abdomen, pénis, testicules. La composition du vaccin, du n'importe quoi, du venin est très variable en fonction de plein de choses, mais globalement, on a des enzymes lytiques, donc c'est vraiment très sympathique, et plein de peptides, des amibiogènes, des thromboxanes, des prostaglandines, enfin que des trucs super fun. La particularité du venin de vipère, c'est qu'il est hémotoxique, donc il va vraiment jouer sur ce qui va être coagulation. Et une autre chose très importante, c'est que la clairance du venin, c'est très long. Ça peut persister jusqu'à 1 semaine dans l'organisme. Donc, c'est là qu'on comprend qu'il y a des chiens, quand ils ont des envenimations sévères, ils vont se mettre à déclarer une succession de symptômes dont vraiment ça prend plusieurs jours à s'installer. La symptomatologie, au départ, c'est ce qu'on appelle le grade 1. On a simplement un œdème localisé, des phlyctènes. Donc, ça, vous savez, c'est les espèces de cloques là, avec du liquide dedans, comme quand on se prend un coup de soleil ou une ampoule. De la douleur, et ça va régresser en 24-72 heures. Dans 15 à 20% des cas, on va passer au grade 2, où il va y avoir un œdème extensif, une hypotension, des signes généraux avec vomissements, douleur abdo, diarrhée, et ça va apparaître dans les 6 à 12 heures après la morsure. Et ensuite, on peut passer carrément au grade 3 avec un œdème très sévère, une défaillance multiorganique. Donc ça, on a déjà parlé des défaillances multiorganiques, donc ça peut toucher un peu tous les organes qu'on avait vus tout à l'heure. Et puis, à n'importe quel moment, il peut y avoir aussi une neurotoxicité. C'est très rare, mais ça peut arriver dans les 4 à 12 heures post-morsure. La clinique, elle va dépendre du venin, de la composition du venin, de son volume, etc. Et évidemment de la sensibilité individuelle. Les symptômes, donc en quelques minutes à quelques heures, on va avoir apparition de symptômes locaux. Donc là, il ne faut pas hésiter à aller chercher des traces de morsure. Attention, on ne cherche pas forcément les 2 trous des crochets. En fonction de comment ils ont mordu et du serpent, il peut y avoir qu'un seul trou. Et souvent, on va avoir un œdème qui est généralement important, des saignements locaux, et puis il peut déjà assez rapidement avoir l'installation d'une nécrose. En une douzaine d'heures, on va avoir apparition de symptômes généraux, douleur intense, agitation, et puis on peut les avoir carrément assez vite en état de choc, crise convulsive, coma, diarrhée, vomissement, enfin tout un tas de symptômes généraux. L'évolution initiale. Lorsqu'on a une morsure blanche, une morsure sèche, qui n'a pas eu de venin inoculé, on ne va pas avoir d'œdème majeur. Donc ça, c'est par exemple la photo que vous avez en bas, où on a la trace de morsure, mais il n'y a rien de plus. C'est juste une trace de dent, quoi. Sinon, dans cette évolution initiale, on va avoir progression de l'œdème, apparition d'échymose et de saignement, et on peut avoir une nécrose tissulaire plus ou moins étendue. Donc la photo d'en haut, on voit très bien que sur le site de morsure, il y a une zone qui est en train de nécroser, mais qui est relativement limitée en taille.
On peut avoir des évolutions locales avec une extension de l'œdème. Donc, attention, s'ils se sont fait mordre au niveau du cou, de la tête, le risque quand même au niveau des voies respiratoires. Et toujours penser, lorsqu'ils sont mordus plutôt vers l'arrière-train, en région de la vulve ou du pénis, que ça peut aller obstruer les voies urinaires, donc ils peuvent être sujets à des symptômes de dysurie. On peut avoir ce qu'on appelle une myolyse. Donc là, c'est bien dégueulasse, hein, on peut se le dire. Ça, c'est un cas que j'avais eu pendant mon premier emploi en 5e année, merveilleux, où globalement, ça lui avait digéré les muscles sur tout le thorax et les 2 membres thoraciques. C'était assez immonde. Et puis, donc, des nécroses qui peuvent être plus ou moins étendues. Donc là, c'est des phénomènes qui mettent quand même plusieurs jours à s'installer. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la prise en charge initiale? Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Il y a des choses qu'on peut conseiller aux propriétaires de faire en attendant notamment l'arrivée du vétérinaire. Immobiliser l'animal, le mettre au calme, on peut laver, désinfecter les plaies, tout de suite enlever ce qui va être collier, harnais, etc. au cas où ça gonfle. On peut mettre un petit peu de glace sur la plaie pour pas jamais de contact direct, hein, la glace, il faut toujours l'envelopper, mais pour essayer de limiter la réaction locale, la douleur, etc. Possible de faire un pansement en partant de l'extrémité, en partant de la racine du membre vers l'extrémité. Très franchement, moi, je ne recommande jamais à la maison de faire un pansement par les gens. Mais bon, sur le papier, c'est décrit. Il ne faut pas faire, on ne fait pas de garrot, on ne suce pas la plaie, on ne cautérise pas, on n'insiste pas, on ne fait rien dessus. Et tout ce qui va être aspi-venin, c'est des paillettes dans les yeux, ça ne sert strictement à rien. Au niveau des traitements, ça va vachement dépendre de la symptomatologie. Il faut bien évaluer et stabiliser tout ce qui va être fonction respi, cardiovasculaire, neurologique et émonctoire. Donc ça, c'est vraiment patient dépendant. Et puis, il faut toujours réévaluer aussi au niveau examen complémentaire ces animaux-là. Donc, si vous voyez une morsure qui n'a pas l'air d'être une morsure sèche à domicile, c'est à minima sur un contrôle dès que possible, sinon c'est hospitalisation dans la foulée de votre prise en charge initiale. Donc je vous ai remis les différents grades pour que vous les ayez en tête, puisque la prise en charge elle va dépendre de où est-ce qu'on se situe. Lorsqu'on est sur un grade 1 avec simplement une réaction locale peu sévère, et bien de l'analgésie et puis de la cryothérapie, ça peut tout à fait suffire sur ces grades-là. On évite en première intention l'héparine, ni en local, ni en systémique. On évite les corticoïdes, on évite les antibiotiques. Vraiment, on se concentre juste sur du symptomatique. Lorsqu'on est sur des grades 2 ou 3 avec des réactions locales qui sont peu sévères, toujours de l'analgésie, toujours de la cryothérapie. Et puis là, si on a d'autres symptômes, quels qu'ils soient, on va faire du symptomatique. Et si, bien sûr, il y a un état de choc, une hypovolémie, tout ça, on va corriger tout ça. C'est des animaux qui peuvent être en insuffisance rénale aiguë. Est-ce qu'on est sur une vraie grosse insuffisance rénale aiguë, voire même sur un stade d'indication de dialyse? On peut envisager d'utiliser l'antivenin, on reparlera de ça juste après. Des fois, ils vont avoir besoin de transfusion, notamment sur des coagulopathies. Et attention à l'héparine, même recommandation tout à l'heure, je trouve ça très ambitieux de vouloir faire de l'héparine à l'aveugle sur ces animaux-là, parce que souvent, ils sont déjà au stade hypocoagulable et donc on va aggraver le phénomène avec notre héparine. L'IRA, si on met en évidence une IRA, donc là, on n'oublie pas qu'à domicile, c'est des chiens sur lesquels il faut faire une créate. Donc, on va faire de la fluido, plutôt des cristalloïdes isotoniques. Et si on peut, on essaye de quantifier la diurèse pour adapter notre fluido à la diurèse. Donc ça, c'est plutôt pour ceux qui vont être en clinique et qui ont les patients un petit peu plusieurs heures avec eux. Lorsqu'il y a une anurie, dans ces cas-là, il faut faire très attention au risque de surcharge. Et c'est des animaux sur les grosses envenimations vipères qui peuvent avoir besoin d'une hémodialyse. Donc, bon, voilà, on ne va pas faire une course sur la dialyse, mais en tout cas, on peut en arriver à ce stade-là. L'antivenin, donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fragments d'immunoglobuline équine qui ont été donc immunisés contre... c'est des petits poneys qui ont été immunisés contre le venin de vipère. C'est le seul traitement spécifique efficace chez l'homme. Celui qu'on a disponible en France s'appelle Viperfav.
Donc, ces petits flacons comme ça qu'on dilue, etc. Le problème, c'est que c'est recommandé d'en faire dans les 6 premières heures qui suivent la morsure. Ce n'est utilisé que lorsqu'on a des critères de gravité. Ils sont loin de faire de l'antivenin à tout le monde en médecine humaine. Le problème qu'on va avoir, eh bien, ce sont un peu les problèmes d'approvisionnement. Chez le chien, qu'est-ce qu'il en est de l'utilisation de ces antivenins? Donc, il y a une étude là, qui avait été faite sur cet antivenin-là. Globalement, on a peu d'effets secondaires, 7% dans l'étude, ce qui est similaire à ce qu'on retrouve chez l'homme. Et c'est des effets secondaires qui sont considérés comme peu graves, œdème de la phase, vomissement, dyspnée, et qui sont autorésolutifs. Donc, la vraie limitation de l'utilisation de cet antivenin, ça peut être le prix, mais c'est surtout un problème d'approvisionnement parce que c'est galère d'en trouver. Normalement, c'est un peu des trucs de réserve hospitalière et tout. Et donc, pour vous en procurer dans les 6 heures qui suivent la morsure, bon courage. Surtout que nous, on intervient quand même beaucoup la nuit, les week-ends. Donc, alors là, je pense que c'est encore pire. La corticothérapie, eh bien, elle est très controversée chez l'homme et chez l'animal. Il y a différentes études qui sont sorties chez l'homme et globalement, actuellement, il n'est pas recommandé d'utiliser de corticoïdes dans la prise en charge des envenimations ophidiennes chez l'homme. Chez le chien, on ne sait pas trop. Les résultats ils diffèrent selon les études. Il y a certaines études qui disent que ça pourrait réduire l'efficacité de l'antisérum, d'autres qui disent aussi que ça pourrait favoriser les surinfections. Donc actuellement, c'est plutôt non recommandé chez l'animal, mais on ne sait pas exactement. Donc c'est quand même laissé à la discrétion du clinicien. Et dans ces cas-là, on pourrait envisager d'utiliser plutôt un cortico action rapide, type dexaméthasone. L'antibiothérapie, de nouveau, c'est controversé. Il y a plein de bactéries dégoûtantes dans la bouche des serpents, des trucs un petit peu bizarres, mais l'incidence des infections, elle est très rare chez l'homme, c'est moins de 1% des cas de morsure. Donc, il n'y a pas de raison de se jeter sur une antibiothérapie en première intention. On va l'envisager plutôt si on a des signes de sepsis, évidemment, ou lorsqu'on commence à avoir des nécroses étendues, des myolyses, ce genre de choses. Et dans ce cas-là, on va utiliser un antibiotique probabiliste large spectre, type amoxiclave. Et puis parfois, il est nécessaire de faire des cultures avec antibiogramme sur les plaies lorsqu'on est vraiment sur des cas un peu dégoûtants parce que les serpents ont des bactéries spécifiques dans la bouche. Le pronostic, il est quand même plutôt bon. Là, on a cette étude qui a été faite en Europe où on a qu'entre 1 et 4% de mortalité versus 1 à 30% aux USA parce qu'eux, ils ont des serpents beaucoup moins rigolos que chez nous. Donc, ils ont plus de mortalité. Les morsures sont quand même plus graves qu'en humaine, tout simplement parce qu'en humaine, c'est vraiment des morsures accidentelles, généralement au niveau des membres inférieurs, alors que chez le chien et le chat, ce sont des morsures souvent au niveau de la face et du cou, et parfois des morsures multiples, et puis ce sont des animaux qui ne sont pas du même gabarit que les humains. Donc on a quand même globalement des morsures plus graves. Ce qui peut être considéré comme des facteurs pronostiques négatifs, c'est un poids inférieur à 15 kg, les morsures la nuit, parce qu'on a un délai de prise en charge qui peut être plus long, mais pas avec émergence, n'est-ce pas? Tout ce qui va être léthargie, hypothermie, saignement, thromboplénie, choc, dyspnée, tachycardie, dès qu'on commence à avoir des critères de gravité à l'examen clinique. Et la corticothérapie est quand même considérée comme un facteur pronostique négatif dans certaines études. Take-home message pour finir. Donc, on a parlé de ces affections saisonnières qui peuvent être graves, voire mortelles. Donc, il faut bien rester vigilant sur ces trucs-là. Il faut savoir les suspecter, en fait, parce qu'on ne sait pas forcément que le chien il vient de jouer avec une abeille ou une chenille. Donc, il faut savoir le suspecter. On prend tous les cas au sérieux parce qu'il y a quand même beaucoup de situations où il peut y avoir des complications qui sont retardées. Et donc, c'est pareil, pensez bien aussi à blinder vos comptes rendus, à marquer les risques de complications et bien recommander toujours de faire des contrôles. Et puis, on se base beaucoup sur son examen clinique pour trier les patients qui nous semblent graves ou pas et potentiellement aussi pouvoir référer en hospitalisation après notre stabilisation médicale à la maison quand c'est nécessaire. Et puis, on l'a vu, pour la plupart de ces cas, il n'y a absolument aucune prise en charge standardisée, ce qui ne nous arrange pas trop. Il n'y a pas de consensus, les gens ne sont pas d'accord entre eux, les études ne sont pas d'accord entre elles. Donc, on ne sait pas trop. Donc, démerdez-vous avec tout ça. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions Non. par rapport à ce que je viens de vous raconter ou des remarques ou voilà, des choses à dire? Moi, je voudrais bien ton avis Oui. à domicile parce que tu sais, très souvent, il y a des gens aussi qui ne peuvent pas vraiment se déplacer. Je pense aux personnes âgées. Et par exemple, sur un petit grade 1 ou le petit grade 2, souvent, ils sont quand même demandeurs d'analgésie. Ça les rassure aussi. Est-ce que pour toi, ça irait si du coup, on laisse un tout petit peu de tramadol dans ces cas-là, 2-3 jours derrière? Ce serait la seule du coup molécule indiquée pour toi? Oui, alors effectivement, les morphiniques, à fond, hein, ça fait quand même mal. Je veux dire, même sur une morsure blanche, déjà, ça fait mal et même quand tu as juste un œdème qui est localisé et tout, je pense que oui, on se doit, de soulager la douleur de ces patients. Donc effectivement, si tu lui fais, par exemple, une buprée à domicile, laisser du tramadol derrière, c'est pas déconnant, du tout, hein. Je suis Ok. complètement d'accord avec toi. Après, c'est sûr que même s'ils vont te dire: «Ah, on peut pas se dépasser et tout», moi, je te conseille quand même de noter noir sur blanc sur ton compte rendu que tu as recommandé un contrôle. Parce Ok. que imagine 3 jours plus tard, il part, en nécrose de je sais pas quoi, il état de choc, machin, un truc, il crève. Ben, toi, tu auras dit que: «Eh oh, il fallait faire un contrôle», tu vois? Ouais, Qu'il ok. puisse pas se déplacer, j'ai envie de dire, c'est pas trop ton problème. Ok, ça marche. Mais Merci. ouais, on a quand même des cas qui partent en des fois ça va bien au début et c'est 48 heures plus tard Ça se dégrade. que ça part en Mm. cacahuète, quoi. Mm. Ok, Donc merci. recommandez quand même toujours, je vous le conseille en tout cas, recommandez quand même, toujours un contrôle. Bon après, c'est sûr la petite piqûre d'abeille, où il a gonflé sur 3 centimètres, on s'entend, hein, nous on fonctionne avec un contrôle chez le vétérinaire traitant, mais là vous savez qu'il va pas crever de son petit truc, hein, mais bon. Les chats, l'hiver, Bah, c'est chez les chats, parce qu'ils sont plus rapides. bah, ouais, je pense qu'ils Ils sont sont moins moins cons. ils sont moins cons effectivement que les chiens. Mais c'est vrai que globalement, dans toutes les affections que je vous ai présentées là, on a beaucoup moins de cas de chats, que de chiens, mais globalement le chien est bête, hein. Mais oui, c'est vrai, personnellement, j'ai jamais vu moi de morsure de vipère sur un chat. Mais bon, après il doit forcément y en avoir quand même, hein. Mais ouais, ils sont moins bêtes. Ils sont moins bêtes. Est-ce que vous aviez d'autres questions ou remarques? Il me semblait avoir lu, il y a déjà un petit moment, qu'en humaine, il faisait de la vitamine K sur des morsures de serpents. Alors, je sais pas si c'est toujours d'actualité ou est-ce que tu as vu passer des choses sur ça, J'ai rien mais vu passer, ouais. ok, ou en J'ai rien équivalent vu veto. passer là-dessus. Je trouve ça un peu surprenant parce qu'il y a pas de raison, en fait, qu'il y ait de problème de vitamine K. Mais écoute, j'ai rien vu passer là-dessus. Après, c'est le genre de médicament, à la limite, c'est pas grave, voilà, c'est ça. C'est pas, tu vas pas lui faire une hypervitaminose K, si Mmh. tu lui as fait de la vitamine K. Mais en tout cas, d'un point de vue physiopathe, là, comme ça, tout de suite, je vois pas trop l'intérêt. Et en tout cas, par contre, je ne l'ai pas vu passer dans les bouquins de référence là que j'ai utilisés pour faire mes trucs. Mais OK, après, je te OK. dis, enfin, c'est le genre de c'est pas comme les corticos où tu as vraiment des effets secondaires décrits sur ces trucs-là, où ils recommandent de pas en faire. Là, pour le coup, je pense que c'est voilà, pourquoi pas. D'autres remarques? Bon, bah, écoutez, merci à tous ceux qui ont eu le courage d'écouter, ceux qui auront le courage de regarder le replay. Et puis, ben, ma foi, bon courage à tous ceux qui bossent aussi et à bientôt. Je vais essayer d'arrêter le partage et d'arrêter l'enregistrement. Comment je fais? Ah, là. Eh ben, bonne journée tout le monde. Merci. Bonne journée. Merci à toi aussi.